semaine, la fine équipe de Refait le Mac vous propose le grand test de l'iPhone 14 et 14 Pro. Retour sur le capteur de 48 millions de pixels qui équipe désormais le 14 Pro. Creuse-t-il vraiment l'écart? Toutes les réponses clichés à l'appui. Dynamic Island, l'enthousiasme des premières heures est-il tari? Quid de l'autonomie? Au-delà, Apple ne devrait-elle pas plutôt ralentir la sortie de ses iPhones pour préserver la planète? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau beaucoup de monde dans ce beau plateau d'Electricity Production ici au Village Baïséa à Paris. Laurent Pantanach, bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Voilà, à côté, Stéphane Zibi-Unisix, bonjour. L'unique Stéphane Zibi. Oui. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe, bonjour Olivier, bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, et en plateau à mes côtés également Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe. Hey, comment ça va? Ça va bien, on va parler ce soir de l'iPhone 14. Il a lui aussi testé sous toutes les coutures en duplex, pas de Lausanne, il va nous dire tout ça. Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, salut tout le monde. J'ai pris quelques risques. J'avoue, le premier jour, j'ai plongé à l'eau, comme on dit. Voilà, on en parlera juste après. Il va falloir sauter à l'eau parfois pour tester les produits Apple. Enfin, un salut particulier aux membres du club ORLM. C'est la version premium et payante de notre chaîne YouTube. Il faut donc vous abonner sur YouTube. On nous pose souvent la question. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, que vous pouvez suivre en direct. Vous pouvez poser également des questions en vidéo, échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom ou en Discord et venir tout simplement ici au Village Baïséa à Paris, assister à des enregistrements, voir et découvrir les coulisses. Toutes les infos, c'est sur notre chaîne YouTube ou en scannant un QR code que vous avez vu à l'écran. Il y a également la description dans le lien dans la description de cette vidéo. Et puis un salut particulier à l'équipe de On fait le Mac en régie, si on peut leur faire un petit coucou, parce que voilà, vous allez découvrir la régie de nos studios d'Electricity Production. Et on a un membre VIP avec nous. Voilà, et on a Grégory qui est également avec nous, qui nous a fait le plaisir de venir visiter le studio. Et on lui a fait découvrir. Et si vous voulez, comme lui, assister à l'enregistrement, vous êtes bien sûr les bienvenus. Retour donc sur le grand test des iPhone 14 et 14 Pro après notre prise en main rapide la semaine dernière. On l'a reçu quelques minutes simplement avant le début de l'émission. Cette semaine, on a un peu plus de recul. Beaucoup de questions cette semaine, notamment sur les performances au registre de la photo. Regardez cette question de Locan17. Bonjour l'équipe, j'ai le 14 Pro Max et j'ai beaucoup de mal à comprendre le pixel binding, son intérêt et pourquoi ne pas utiliser le 48 millions de pixels sans RAW. Un grand merci pour votre travail, merci à vous. Et à bientôt pour une séance fitness, pour plus tous ensemble bien sûr. Alors Fitness Plus, d'accord, c'est le truc d'Apple et je crois que c'est un fan de Gilles d'après ce que j'ai vu sur son compte Twitter. Eh bien, on va essayer de vous répondre tout de suite après ce jingle. Photo 14 Pro est-il désormais le meilleur de sa catégorie, loin devant l'iPhone 13 Pro? On va tout savoir ce soir, vous allez voir, on a pris plein de clichés. D'abord en préambule, Christophe, une réponse à notre tweetos concernant le pixel binding, si tu peux un petit peu l'éclairer. Oui, bien sûr, aucun problème. Le pixel binding, c'est vraiment la solution pour pouvoir quelque part réduire le bruit sur une image. Donc quand on prend un cliché photo dans une pièce où il y a une lumière basse, par exemple, on va plutôt avoir tendance, plus on augmente la résolution de l'image, ce qui est le cas avec 48 mégapixels, et plus on va avoir tendance à voir apparaître des petits points sur l'image, en fait, qu'on appelle le bruit. Et le pixel binding va vraiment servir, grâce à un algorithme, donc ici c'est du pixel binding 2/2, donc ça veut dire qu'en fait il prend 4 pixels, et avec ces 4 pixels, il va faire en sorte de créer une moyenne qui va faire disparaître le bruit sur l'image, et donc ça va vraiment permettre en fait de prendre des clichés à partir du capteur 48 mégapixels, d'en faire une photo 12 mégapixels, mais qui va être beaucoup plus jolie parce qu'avec beaucoup moins de bruit. Et pourquoi donc il n'est pas possible de faire du 48 millions de pixels autrement qu'au format RAW aujourd'hui? Tout simplement parce que le format RAW est vraiment c'est le format brut de l'image, et le format RAW est utilisé particulièrement pour pouvoir retravailler les images. Donc ça a beaucoup de sens en fait de pouvoir utiliser du 48 mégapixels en format RAW, parce qu'on va l'utiliser pour l'impression, on va l'utiliser pour repasser avec Photoshop par exemple, etc. Les photographes travaillent en RAW, ils sont plus lourds. Pareil, il faut savoir qu'une photo en RAW, ça pèse entre 40, 60, 70 mégas. Quand on faisait les tests, on a fait les tests, les amis hier,
donc c'est plus lourd. En revanche, vous avez, il n'y a pas de compression et de détérioration que vous pouvez avoir avec du JPEG ou autre. Allez, on va voir les clichés, Laurent. Notamment, on commence par le mode 48 millions de pixels. On s'est amusé à monter sur le toit terrasse au-dessus de nos studios. On a beaucoup de chance avec la vue sur la Tour Eiffel. Au soleil couchant, regardez si tu veux commenter. À gauche, vous avez l'iPhone 13 Pro en 12 millions de pixels et à droite, le 14 Pro Max en 48 millions de pixels. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Laurent? Et chacun peut Elle n'est pas un peu penchée, la Tour Eiffel? On dirait la Tour de Pise. Après, on fait ce qu'on peut, les amis. On n'a pas... C'est le grand angle, il y a l'effet du grand angle aussi. Alors, Tout à fait. Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a vraiment de différence perceptible au premier coup d'œil? Là, on l'a fait exprès de le faire à un moment un peu critique pour l'éclairage, pour mettre un peu en difficulté, évidemment, les téléphones. Non, on note le flair toujours sur les deux. Hein. Ouais, si on peut remettre l'image. On note. Le petit flair en haut, non, c'est pas la Lune, quoi, au-dessus de la Tour Eiffel, c'est bien un flair. Donc ça, c'est toujours un phénomène qui est constant entre le 13 et le 14. Ouais, et quasiment au même endroit. Hein. Donc du coup, bien que les optiques n'aient pas du tout la même taille, hein, on sait que sur le 14, quand on compare la taille extérieure des optiques, l'optique est vachement plus grande. Souvent, c'est lié à un effet de reflet. Hein, donc, voilà. Alors, à première vue, il n'y a pas énormément de différence, hein, ça ne saute pas aux yeux, mais là, il faudrait avoir une image en plein écran. Regardez cette image sur un autre angle. On a une seconde image derrière où le flair a cette fois-ci disparu. Moi, je trouve que l'image est beaucoup plus flatteuse qu'elle était auparavant sur l'iPhone 13. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Peut-être, Christophe, toi, tu as passé les images 48 mégapixels au crible. Oui, globalement, on peut constater sur l'image que l'image, en tout cas en termes de couleur, peut-être est un tout petit peu plus froide qu'on pouvait le voir précédemment. Ouais. Elle est un peu moins fidèle. Je ne sais pas si elle est moins fidèle. En fait, moi, je pense justement qu'elle est plus réaliste. Mais du coup, moins flatteuse au niveau de l'œil. Hein. Il y a peut-être moins de bleu, mais on en reparlera peut-être par la suite. Au niveau de la résolution, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les écrans qu'on a, la 4K, le fait d'avoir des écrans qui même parfois sont juste Full HD, ne nous permettent pas réellement de prendre de comprendre en fait toute la nuance de l'image, hein, tout simplement, parce qu'ici on parle vraiment de 48 mégapixels. Alors regarde, tu nous as préparé des petites sources de comparaison. Tu peux nous expliquer ce que tu as essayé de faire? Effectivement, donc à gauche en fait de l'image, on a l'iPhone 13 Pro. Merci Laurent et Olivier d'ailleurs pour ces clichés. Et c'est vraiment de toute beauté. Et à droite, on a l'iPhone 14 Pro et on voit que donc ces images sont placées en symétrie et on peut apercevoir en fait sur la gauche donc on voit les petites bulles de couleur qu'on a vu placer. Bleu clair, jaune, enfin une sorte de beige. Globalement, on va plutôt tendre vers des images plus claires. Oui, on voit la différence. On voit la différence entre les bleus, entre les teintes de jaune. Et globalement, ce qu'on a pu apprécier, ce qu'on a pu voir au travers de cette image et de l'étude qu'on en a faite, c'est que globalement, en fait, les bleus diminuent de 7% en moyenne en termes de présence par rapport aux iPhone 13 Pro et maintenant les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Alors, il y a une deuxième image que tu nous as préparée. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette deuxième image que tu as mis juste derrière? Alors si on pouvait juste la voir à l'écran, voilà, c'est exactement c'est le même phénomène. Hein. Donc à gauche l'iPhone 13 Pro, à droite l'iPhone 14 Pro, comme on peut le voir. Là également en fait le même phénomène en termes de coloris. Donc ces coloris, on le voit très bien ici. En fait, on a vraiment cette segmentation entre les deux images et on peut distinguer en fait que l'orange à gauche est quand même beaucoup plus présent. Que l'orange plus chaleureux, oui, effectivement, que l'orange à droite. Donc on gagne en réalisme quelque part, ce qu'on perd malheureusement en flatterie de l'œil. Alors c'est pas non plus une révolution, on est bien d'accord. Stéphane, toi qui suis l'évolution de l'appareil photo depuis génération sur l'iPhone, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, c'est l'annonce des 48 millions de pixels nous avait fait sauter de joie. Le petit cœur de geek a palpité. Et en fait, on voit pas une différence quand même majeure. C'est ça qui est assez... Pour des besoins assez bas. Parce qu'en fait, on a l'impression que le logiciel ne suit pas le matériel. Et ça, j'ai encore plus pensé
après avoir vu les nombreux tests sur Mac Forever que Didier a pu réaliser, il en parlera sûrement après, mais surtout, c'est l'attente qu'on a de ces 48 millions de pixels, donc ça va sûrement venir avec les évolutions d'iOS, probablement, peut-être aussi que les éditeurs d'applications photo vont exploiter un peu tout ça, une question mais je pense quand même qu'on n'utilise pas encore le summum des capteurs et du processeur. Ça, c'est les premiers. On est au tout début, hein. Donc on ne va pas faire la fine bouche parce qu'on a potentiellement enfin un appareil qui pourrait. Déjà, il était très bon en 12 millions. En 48, je pense que là, on pourrait encore avoir un peu mieux. Mais c'est très bien, c'est prometteur, quoi. Ouais. En fait, c'est pas un vrai 48, c'est ça. Oui, la photo est prise en 48 millions, mais qui va exploiter les 48 millions ? Ça va être exploité que si tu vas la retraiter en RAW. Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'elle est plus fidèle, parce que là où avant, tu avais envie d'avoir une photo pour ton iPhone qui était donc chaleureuse, aujourd'hui, tu as une photo qui est plus neutre, parce que derrière, tu vas pouvoir jouer sur tous les filtres et toutes les couches de ta photo. Maintenant, tu as vu combien on s'amuse à faire les transferts hier et combien ça pèse une photo en RAW, hein. En AirDrop, il faut à peu près 7 à 8 secondes pour transférer une photo. Ouais, donc imagine, tu prends, je sais pas, 1000 photos, tu vois ce que je veux dire, donc je pense que c'est vraiment un usage très très particulier de cette fonctionnalité. Didier, de ton côté, quel est ton retour sur ce capteur 48 millions de pixels ? Est-ce que tu as eu un effet waouh ? Alors, déjà, j'ai fait une vidéo super complète. Je suis un peu d'auto-promo, mais elle est super longue. J'ai passé beaucoup de temps, plusieurs jours à faire ça. Donc, je détaille tous les capteurs, etc. On parlera des autres capteurs juste après. Mais juste sur la partie 48 mégapixels, moi, je regrette quand même qu'Apple n'ait pas fait un enregistrement avec du JPEG ou HEIC en 48. Ouais, je vois pas la raison pour laquelle ils n'ont pas fait ça, parce que 12, c'est quand même pas tant que ça. C'est-à-dire que 12, je pense que tu as souvent imprimé des photos de tes gamins, etc. 12, c'est quand même pas beaucoup. Et surtout, moi, en fait, j'aime bien avoir du matériel et me dire, tiens, j'ai pris la meilleure photo possible avec ce matériel, comme en vidéo, tu sais, quand tu filmes, tu te dis, tiens, je vais filmer en 4K 60 parce que voilà, t'as tout le détail de l'image, etc. Et là, tu te dis, en photo, pour faire ça, je vais avoir des photos de 100 mégaoctets. Donc, tu peux pas le faire au quotidien. Tu peux pas prendre tes enfants en photo en 48. Donc, finalement, c'est extrêmement frustrant parce que, ok, l'image est un peu plus chaude. On arrive à trouver des petites subtilités. Moi, j'ai fait des tests de nuit et tout. Il y a des petites différences, mais c'est quand même peanuts par rapport à un capteur qui est quand même censé être 4 fois plus de résolution, 65% plus gros, et t'as vu la taille des optiques, et tu te dis, ça devrait être un peu la révolution. En fait, le 12 mégas d'avant était pas si mauvais, et puis là, comme on ramène tout à 12 mégas, voilà, on est un peu déçu à la fin. Alors, est-ce que Apple va proposer des mises à jour, hein ? C'est possible qu'il fasse évoluer un petit peu le truc. Tu peux aussi utiliser des applications tierces qui vont te permettre de compresser l'image, mais tu vois, c'est pas le truc de monsieur tout le monde d'aller prendre Alid, etc. Non, mais ils auraient surtout pu sortir un truc hybride. Ils auraient pu te permettre de dire, je la sauve en 12, en 24 ou en 48, en HEIC. C'est ça que je comprends pas. C'est ce qui est possible sur Samsung. Voilà, on a bien compris. Après, le truc... Je sais pas, je vous dis la vérité. Arrêtez de... Format HEIC ou format de compression JPEG dont on parlait, etc., ça demande quand même du temps de processeur pour pouvoir faire en sorte de... Ils ont un gros processeur, on a Bionic. On a le plus gros des processeurs. Attendez, vraiment l'envie, après la prise de photo, d'attendre. Pas certain. Mais déjà, quand tu prends la photo, là, je peux te dire que quand tu prends la photo, la mouline, autour du bouton, il tourne quelques secondes. Hein. Ouais. C'est pas instantané. Hein. Moi, je suis sûr que la mise à jour va nous sauver. Les mises à jour vont nous sauver quand même. La vraie question derrière tout ça, en fait, c'est finalement, est-ce que le 12 mégapixels, parce que finalement, on parle d'un appareil aujourd'hui 12 mégapixels, en fait, est-ce que ce 12 mégapixels n'est déjà pas largement suffisant pour nos usages aujourd'hui, quoi ? Oui, c'est exactement ce que disait Didier. C'est largement suffisant pour des photos stockées dans ton téléphone. C'est au moment où tu te poses la question de sortir cette photo sur un truc un peu plus grand en imprimé que tu vois, par exemple, là j'ai pris des belles photos, je voulais les mettre sur l'écran XDR d'Apple. Et l'écran XDR d'Apple, tes résolutions en 12 mégas. Ça, c'est pour nous dire que tu as un écran XDR. Hein, non, mais on commence à avoir des écrans 5K et tout. Ça commence à être pas trop cher maintenant. Donc tu peux imaginer avoir ça. Quand tu mets en fond d'écran, tu vois les pixels parce que tu es à 1 pour 1. Et du coup, c'est assez moche. Et alors qu'en 48, c'est vraiment très beau. Non, mais c'est vrai. Et si tu veux faire des photos de paysages et les mettre en fond d'écran, c'est pas déconnant non plus, tu vois. De te dire, tiens. Et là, c'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi. Tu te dis, j'ai la possibilité d'avoir 48 millions de pixels alors que mon écran, il en fait, j'en sais rien, 24, 25. Donc là, j'aurais une belle résolution, un peu Retina et tout. Et là, du coup, pas du tout avec les 12 mégas. Tu vois, enfin, c'est cracra, quoi. Quelque part, tu les as, hein, Didier, parce que tu peux effectivement sauvegarder en RAW, puis après, tu prends Pixelmator Pro ou Adobe Photoshop et qui fait ça? Sauvegarde. Toi, c'est long. Oui, d'accord. Pas aller choper une photo dans ta bibliothèque et dire ah oui tiens je vais la mettre en fond d'écran, ah bah mince j'ai pas shooté en RAW. Au-delà, Didier, le format RAW c'est quand même un format Didier pour les professionnels ou les prosumeurs de l'image, donc
Je ne vais pas prendre mes enfants en rose, sauf si je veux immortaliser la photo et en faire presque une photo d'art. Regardez cette réaction, une question très précise de Stéphane Coupchou sur Twitter. Savez-vous si on pourra utiliser le 48 millions de pixels simplement avec une app tierce, puisque Apple ne le propose pas aujourd'hui, sauf en ProRAW. Christophe. Alors oui, c'est tout à fait possible. Donc déjà, il faut savoir deux choses, c'est qu'on l'a testé déjà. On a téléchargé une application qui s'appelle Camera Plus, oui exactement, en version pro, et qui nous permet vraiment de pouvoir sauvegarder finalement, même quand on est dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de luminosité, en 48 mégapixels. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ce qui veut dire qu'une application tierce partie peut utiliser le 48 mégapixels, donc ça c'est génial. Vous leur laissez juste un peu de temps de s'adapter au nouveau capteur d'Apple. Ici, ils avaient mis à jour leur application en 4 jours. Ah, d'accord. Et puis après, il faut savoir que derrière, si on rentre un petit peu dans la technique, pour les développeurs en Swift vont utiliser une partie du framework de chez Apple qui s'appelle AV Foundation, donc Audio Video Foundation. Et à l'intérieur d'Audio Video Foundation, on voit qu'on va pouvoir préciser effectivement le fait de pouvoir aller chercher l'image, de pouvoir prendre la photo en 48 mégapixels. Donc c'est tout à fait possible de l'intégrer dans nos toutes belles applications. Alors attention, il y a beaucoup de restrictions quand même qu'impose Apple. Alors, regardez cette capture d'écran qui résume bien lorsque vous activez les 48 millions de pixels et le ProRAW. Les restrictions sont assez claires. Hein. De mémoire, on a les photos uniquement en ProRAW. C'est normal. Hein. Dès qu'on passe en mode nuit, en mode macro ou en flash, on rebascule en 12 mégapixels. On change d'objectif. Bah oui, c'est la moindre des choses. Mais ce qui est étonnant, tu vois, par exemple, je ne sais pas si on va en parler après, mais pour le mode portrait, j'ai fait des comparatifs, on voit pas de différence tellement entre le 13 et le 14 Pro. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas les 48 mégapixels. C'est-à-dire, il te fait déjà ton pixel binning et tout, il la met en 12 et après il fait son portrait. Peut-être parce que, comme disait, je sais plus qui tout à l'heure, je crois que c'était Christophe, peut-être qu'ils n'ont pas la puissance pour le faire sur les 48 mégas, mais bon, ça me paraît un peu bizarre. Mais c'est dommage parce que sur le mode portrait, le détourage et tout, les 48 mégas, il serait super bien, quoi. Ouais, il serait bien pratique pour le détourage, en effet. Regardez une question à propos du flash. On parlait du flash un instant avec toujours de Stéphane Coupchou. Il semblerait que le flash soit bien meilleur cette année sur les modèles Pro, vous confirmez? Alors regardez ces clichés à gauche, le 13 Pro et à droite le 14 Pro, oui c'est ça. Et on voit bien une différence d'éclairage sur le 13 Pro, le 14 Pro qui est plus péchu à droite. La lumière est plus uniforme également. Vous voyez, ça saute aux yeux et on salue l'ami Luc. Si les différences se font jour sur le mode grand angle en 48 mégapixels, qu'en est-il des photos prises cette fois en ultra grand angle ou au téléobjectif? Surtout que l'iPhone 14 Pro, en tout cas, dispose d'un nouveau mode, le x2. Tu as pris également des photos, Laurent, en ultra grand angle. Regardez. Alors, effectivement, là, on voyait bien que la Tour Eiffel se recule. La différence, encore une fois, là, on est en 12 millions de pixels. Qu'est-ce qu'on peut dire? Intervenez, les amis. Ouais, mais la même chose que tout à l'heure, en fait. Ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, on a quand tu regardes à l'œil nu, la photo du 13 paraît plus flatteuse, c'est-à-dire moins colorée que celle du 14, mais je pense que celle du 14 était plus proche de la réalité, tu vois, donc après, c'est toujours la même chose, hein, tu mets un coup d'optimisation de ta photo dans l'édition et tu te retrouves sur celle du 13, tu vois. C'est une très belle photo à gauche quand même. Hein. Oui, tout à fait. Alors après l'ultra grand angle, on va passer au zoom x2 qui est absent non, c'est le zoom x3. Regardez la différence entre l'iPhone 13 Pro à gauche et l'iPhone 14 Pro à droite, et encore une fois, on retrouve toujours cette petite différence en matière c'est plus flatteur effectivement à gauche, et à droite c'est peut-être un peu plus fidèle. Alors, oui. Ouais, donc, on va parler du zoom x2. Alors, zoom x2, on ne peut pas le comparer, mais on l'a effectivement, le zoom x2 par rapport à l'iPhone 13, puisqu'il n'y a pas de x2 sur l'iPhone 13. Je ne sais pas si on a l'image en régie. Non, mais par contre, ce qui est intéressant à dire, c'est que, et j'ai posé la question autour de moi. Voilà, on la regarde. On voit bien la différence on voit bien que le x2 voit moins loin, mais on a quand même un intermédiaire et c'est bien pratique au quotidien. Exactement. En fait, tu te rends compte que avant, on avait donc sur les anciennes versions, on avait x1, x2 et puis x5. x5 Comment tu dis x10 Non, x3. Non. Quoi donc? À la fin, le plus haut. x9. En fait, en mode numérique, d'accord. Oui, en mode numérique. En fait, tu te rends compte que quand on prenait les photos, quand le x3 est sorti, puisque c'était un x3 optique, hein, du coup, ils ont mis le x3. Mais tu te rends compte que le x3, très vite, c'est trop. Souvent, tu as quelqu'un à côté de toi, tu veux prendre la photo, tu prends en photo la personne, et c'est trop. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est que le retour du x2
le retour du x2, je le trouve intéressant. Parce qu'en fait, maintenant, il y a juste un bouton de plus. Donc, en termes d'ergonomie, bon, tu commences à avoir beaucoup de boutons en bas. Hein. C'est très il y a le moins 0,5, enfin, il y a le 0,5, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Mais je trouve que l'utilisation du 2 est vachement pratique. Et donc, et quand j'ai posé la question autour de moi, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais moi, ça me manquait, depuis qu'il y avait le x3, ça me manquait. » Donc, je pense qu'ils ont écouté les demandes et c'est très bien. Alors, on a pousser le zoom au-delà du x3 qui est le mode optique maximum, on est passé au x5, regardez, ça reste relativement net, mais c'est vrai qu'on commence à perdre en netteté et en définition, hein, puisque c'est un zoom optique. Alors si on passe au zoom x8, là carrément sur le 14 Pro, c'est carrément flou. Donc là, c'est vraiment pour ça que je déteste les zooms en fait sur les smartphones, parce qu'on en arrive à des images qui sont pas du tout exploitables en fait. Ça peut jamais être un souvenir, ça. Non, jamais. Moi je ne l'utilise que si tu as besoin de prendre quelque chose de très loin et que tu te dis j'ai envie de le garder. Oui, attends, je vais le laisser parler de Samsung juste après. Mais non, mais pour moi ça n'a de fonction que à titre de mémoire sur un truc. Tiens, je veux voir un truc qui est écrit loin, je veux le zoomer. Tu peux pas l'exploiter. Un arbre, un peu comme dans Retour vers le futur, c'est ça. C'est ça, exactement. Dans Retour vers le futur, ils ont oublié les portables sur les 3 épisodes quand même. Hein. Ouais, ils peuvent pas tout prédire, mais ça voilà. Mais ils avaient les chaussures qui se lassent tout Nike, seuls. ils ont bien vu, et puis les trottinettes, non. Le skateboard, c'est électrique. Les overboards. Qu'est-ce que le téléobjectif, c'est le vrai talon d'Achille d'Apple aujourd'hui face à Samsung, on peut le dire. Oui, ça c'est sûr, mais tu peux faire de vrais clichés en optique avec. Exactement. Parce qu'il y a un petit objectif. Comment tu appelles ça? Périscopique. Périscopique. Voilà. Et le rendu est bien meilleur. Oui, mais si après si je dis du bien de Samsung, je me fais. Mais non, mais vas-y. Je vais me faire lyncher partout. Attends, il y a des trucs à te jeter à la figure. Voilà. Il y a des iPhones à te jeter à la figure. Voilà. Non, mais c'est. Faut pas faire de comparaison globale, parce que moi, je maintiens. C'est vrai que c'est depuis quelques années déjà les Chinois et Samsung ont pu dépasser, et même le Pixel ont pu dépasser l'iPhone. L'iPhone 13, je pense, est arrivé presque au même niveau parce que logiciellement parlant, ils ont compensé. Et il y a encore de l'amélioration de la part d'Apple, et je pense que ça c'en est une. Je pense que globalement, c'est la première fois où au moins on peut aller d'égal à égal, et je pense qu'ils iront mieux, comme je l'ai dit un petit peu, et surtout au regard des premiers tests qu'on a pu faire, que j'ai pu voir aussi chez Didier, je vous l'ai dit, il me semble que ça pourrait être enfin, je pense, à mon humble avis, d'ici la fin de l'année, quand on fera l'émission pour les 6 mois, face à face avec Samsung. Ouais, je pense que c'est un Samsung Galaxy S va sortir. S23, oui, en février ou février. Je pense que globalement, on aura peut-être le meilleur smartphone, les meilleures photos pour smartphone, toutes marques confondues, de façon. Ça, c'est mon avis. Ouais. Vous avez vu, j'ai pas dit que Samsung. Hein. Non, c'est bien. Quid de l'iPhone 14 maintenant, parce qu'on ne parle pas que de l'iPhone 14 Pro, dont les spécificités n'évoluent moins, pas du tout au registre de la photo. Regardez, on l'a comparé, alors là c'est la petite vidéo, vous voyez bien qu'il est différent parce qu'il n'a que 2 objectifs sur la face arrière contre 3 sur la face arrière du 13 Pro. Vous avez simplement un grand angle et un ultra grand angle, il lui manque le téléobjectif propre au 13 Pro. Regardez les images qu'on a fait, on les a comparées, donc on a d'abord commencé avec à gauche le 14 Pro en grand angle et à droite le 14 Pro en grand angle. C'est pas exactement la même horizon des radeaux, mais vous voyez que le rendu est bien différent. Si on passe à l'ultra grand angle, également, c'est pas forcément les mêmes expositions, mais il est, oui, peut-être plus naturel. Le grand angle du Pro est quand même beaucoup plus grand. Hein. Oui, c'est ça. Et puis l'iPhone 14 Pro, là c'est flagrant. En fait, on voit tout de suite que les couleurs du ciel sont vraiment beaucoup plus réalistes, en fait, beaucoup plus naturelles. Et quelque part, avoir de bonnes photos, c'est l'objectif. N'était pas aussi bleu. Là, c'est plus vers le sud, malheureusement. Un petit mot peut-être avec Didier, que ce soit une mot de conclusion autour du 14 Pro, mais aussi l'iPhone 14. Didier, au registre de la photo. Écoute, moi, en fait, c'est vrai, je rejoins un peu ce que dit Stéphane, c'est-à-dire que quelque part, Apple a pas cassé les codes cette année. Ils nous ont rien mis de révolutionnaire. On voit des petites touches d'amélioration, effectivement. Moi, j'ai fait des tests aussi beaucoup de nuit. On en a pas trop parlé, mais tous les capteurs sont un petit peu meilleurs de nuit. C'est juste après. Voilà, ok. Mais on est quand même sur de la petite pouilloute. Et c'est amusant parce que tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure là des zooms 2 fois, etc.
en fait, d'avoir du 48 mégas, je trouve que ce serait bien de l'avoir, par exemple, sur le zoom 3 fois, parce que tu pourrais zoomer dans le capteur. Tu vois, ce serait pas mal. Et même sur l'iPhone 14, s'ils avaient mis le 48 mégas, ça aurait été vraiment super, parce que je trouve que, vu le prix, ils auraient presque pu le faire. T'aurais pu avoir un vrai zoom x2 dans le capteur aussi. Donc, ça aurait pu te faire un zoom, tu vois, avec seulement 2 capteurs. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Le 14, en gros, il hérite des capteurs du 13 Pro, hein, 13 à peu Pro. près. Ouais, voilà, donc c'est pas mal quand même. C'est une belle évolution. Effectivement, vous l'avez vu. Alors, le mode nuit, tu en parlais, moi je l'ai trouvé assez bluffant. Regardez la clarté de cette image. J'ai pris simplement via la fenêtre de la chambre de mon fils. Regardez, on se croirait presque en plein jour. Alors évidemment, on triche avec l'éclairage public, mais regardez derrière en arrière-plan la clarté du ciel. Dieu sait si c'est difficile d'avoir un rendu du ciel avec autant de pollution lumineuse qu'on peut avoir dans une grande ville. On voit très bien la tour Eiffel. Continue sur le mode nuit, Didier. C'est vraiment très beau. Oui, alors on a un petit peu plus de détails. Bon là, on n'est pas zoomé, mais par exemple dans les feuilles d'arbres, tu vois, si tu zoomes un petit peu dessus, t'as aussi. Moi, j'ai remarqué aussi que effectivement, quand il utilise les 48 mégapixels, donc sur le grand angle normal, le système de pixel binning, il te permet de récupérer un peu des détails. Par exemple, les étoiles. Tu vois que je sais pas, sur un 13 Pro, il va avoir l'impression que c'est du bruit ou que c'est un défaut. Là, il va effectivement voir qu'il y a bien des étoiles et il va te les mettre sur l'image finale. Donc c'est des petits détails comme ça, mais ça compte l'air de rien quand tu photographies le ciel. Et de nuit, en fait, il y a eu des améliorations sur tous les capteurs. C'est-à-dire qu'on a perdu, je crois, en ouverture sur quasiment tous les capteurs, sauf peut-être le téléobjectif. Mais comme les capteurs sont plus grands, finalement, ça s'équilibre à peu près. Et moi, dans toutes les photos, en fait, le 14 était au mieux équivalent et généralement un petit peu meilleur. Par contre, j'étais juste un peu déçu. J'avais fait un petit bout de vidéo aussi. C'était sur les temps de prise de vue. D'habitude, quand tu as des capteurs un peu plus gros, tu peux te permettre justement d'avoir des temps de pause un petit peu plus faibles, tu vois, pour prendre ta photo plus rapidement. Là, j'ai pas trouvé. À chaque fois, tu avais 1 seconde, 2 secondes, tu vois, de nuit, et ça changeait pas tellement entre le 13 et le 14. Ouais, on montrait autre chose. Sachant que, je sais pas si moi j'avais pris une photo de nuit d'une rivière, tu te rappelles, déjà l'année dernière, avait montré, c'était déjà impressionnant, le mode nuit. Alors attention, c'est ce mode pause, avec long truc, mais moi je suis bluffé par ce mode. Ça c'est plus du traitement numérique aussi. Oui, c'est du logiciel. En fait, c'est le capteur, il absorbe, et ensuite il te recompose une photo. Là, il y a quand même un truc qui m'inquiète en fait en voyant la photo que tu avais prise. Ouais. C'est qu'à mon avis, là, tu viens de lancer en fait sur le net un tas de personnes qui sont en train de chercher ta maison en fait sur Google Maps. Donc, voilà, si vous avez une nouvelle maison éventuellement pour Olivier, pour qu'il puisse déménager, parce que. Mais non, mais il y a trop de fans. Ils sont déjà devant. Ils sont déjà chez lui chaque soir. Alors, l'autre point sur lequel a assisté énormément Apple la semaine dernière, il y a 15 jours déjà, lors de la présentation des iPhones, c'est le mode Action Cam, notamment du 14 Pro, qui permet de stabiliser encore un peu plus l'image. Alors, regardez, rappel d'effet. Tu peux rappeler un petit peu l'Actimode, ça marche comment, Stéphane? En fait, c'est une image 4K qui est croppée pour compenser justement les tremblements. L'image en elle-même. Elle est à droite, là, sur la vidéo. N'est plus en 4K, mais croppée si on se centralise en 2,7K. Et c'est assez bluffant. Il y a Didier qui a fait un méga. Pas si vite. D'abord, nous, on a fait le test. Après, regardons l'effet de surprise. On a fait un test. Moi, j'adore Didier, moi. C'est prévu. Je suis fan des tests de Didier. Non, mais il a mouillé la chemise, tu vas voir ça. Ah, bah oui. Plus que ça, même. Il s'est envoyé en l'air, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On a fait un test dans les escaliers. Regardez-nous plus simplement ici du village. C'est moins sexy d'un coup. Regardez à gauche, c'est l'iPhone 13 Pro et à droite, l'iPhone 14 Pro. Et vous voyez que l'image est plus stabilisée, bien que Laurent, le 13 Pro, s'en sort pas mal. Regardez, là, on va sauter. Boum, on saute. C'est quand même assez bluffant. Ouais, c'est assez bluffant. Surtout, c'est assez bluffant parce que quand tu sais qu'on descendait les escaliers à deux par deux, sur la truc, ça bougeait vraiment, quoi. Tu vois, donc du coup, ça amortit le truc, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit à la fin, on le voit bien sur la vidéo, parce que la vidéo, tu vois, elle est même plus lente, sachant que c'était déjà présent. Sur la vidéo, dans le mode. Très souvent d'ailleurs, quand tu filmais, tu bougeais et comme tu vois, surtout dès que tu faisais un mouvement un peu compliqué ou une rotation, ça allait. Mais dès que tu faisais un petit mouvement de montée, souvent tu avais 1-2 secondes de décalage parce qu'il absorbait ce truc-là. Et ça, c'était perturbant quand tu voulais filmer, tu vois, vraiment la réalité. Ouais. Mais quand on a comparé les vidéos, on descendait côte à côte, donc on faisait les mêmes sauts. C'est vraiment bluffant. Alors nous, on a fait avec les moyens du bord, on a pris l'escalier. Toi, tu as fait beaucoup plus fort.
Ah, Didier, moi je suis fan number one. Hein. Là, ça y est, là. Didier, c'est notre idole à tous. Hein. Moi, je te l'ai écrit. Hein. Là, tu sais quoi, Est-ce que tu as séché, Didier? Montre-nous montrez-nous les images, on n'en peut plus. Là, je pense, là, tu as 3 alternants potentiels pour tes prochaines vidéos. Ah non, mais moi je vais être son manager. C'est moi qui l'ai découvert. Hein. Alors, donc tu as comparé. Je sais pas si tu as vu. Fais-nous le pitch. L'iPhone est sur un petit bout de plastique à 5 € quand même. Hein. Ouais. Et c'était le jour de la sortie, donc je sais pas que je serrais les dents. Mais tu sais qu'ils vendent des flotteurs. Hein. Tu mets un flotteur, si tombe à l'eau, il flotte. Alors j'ai vu, mais le problème c'est de l'accrocher à une coque pour iPhone 14 et il n'y en avait pas encore vraiment dispo avec ça, tu vois. Alors fais-nous le pitch. J'étais obligé de prendre des risques. Et ben écoute, moi en fait, si vous avez déjà fait du jet ski, bon moi j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai que ça saute énormément en fait. Vous avez des grands débattements. Et quand vous voyez les images de la GoPro, la GoPro il a 24 mégas et il arrive à te faire quand même une image 4K en 60 images par seconde, donc il y a vraiment un truc très très fluide. Et puis là, ce qu'ils appellent l'hyper smooth, là qui te fait des images très très stables. Et en fait, Apple les images comme ça, tu peux a essayé de copier ça. En gros, c'est de prendre l'ultra grand angle et puis de cropper dedans. Alors comme on n'a que 12 mégas, bah forcément tu croppes dedans. Tu vois, t'es à 2,7K. Ça c'est la GoPro qu'on voit. Ouais, et là c'est l'iPhone. Et la GoPro, elle est presque, des fois, moi je la trouve presque trop fluide. D'ailleurs, il y a des gens qui se plaignent, ils désactivent l'Hypersmooth parce qu'ils trouvent qu'on ressent pas bien les vibrations, alors que avec Apple, je trouve que ça va, on ressent encore bien, tu vois. Et là, j'étais quand même, j'osais pas aller trop vite, hein, parce qu'on peut monter jusqu'à 100 à l'heure hein, en jet ski. Là, j'étais plutôt à 25-30, t'as l'impression que ça va vite, mais c'était pas si rapide que ça. Et c'est vrai que là, tu vois, par exemple, ce plan-là, mais quand tu voyais le téléphone, il est vraiment collé au jet, et le jet, il vibre dans tous les sens. Donc voilà, là, mais tu ressens quand même, je trouve bien toutes les vibrations, t'as vraiment l'impression du côté un petit peu sportif de tout ça. Et pour autant, l'image est très regardable. Bon, évidemment, c'est pas fait pour ça. Hein. Là, on s'est juste amusé, hein, mais ne faites pas ça, les amis. Hein. Perdez pas 2000 balles dans la mer comme nous. Est-ce que tu en as profité pour tester le mode crash pour les automobiles notamment? Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé avec des voitures téléguidées, ils sont pas arrivés parce que c'est comme le détecteur de chute. En fait, c'est très pointu. Hein. Il y a de l'IA et tout. Par contre, il y a un mec. Alors ça, tu peux faire ça qu'aux États-Unis, hein, dans le désert avec des épaves et tout. Il a balancé une bagnole. Paris, je sais pas si on a les images, mais il a réussi. On a une image, effectivement. Une image, parce que je suis pas sûr qu'on ait les droits. Ah si, ouais, voilà, Create Cracks, voilà. Bon, j'espère qu'on ne coupera pas la chaîne YouTube, mais ça lui a coûté cher cette vidéo, mais. Ouais. Et on voit ça marche bien. Ah, et on voit effectivement que le mode urgence se met en route et il y a le décompte qui apparaît quand vous faites une chute avec votre Apple Watch, par exemple. Et vous avez une dizaine de secondes pour annuler l'appel automatique d'un proche ou l'envoi d'un SMS. Tu sais que ça, je trouve que c'est sous-coté. C'est-à-dire qu'effectivement, on te dit souvent quand on fait les tests d'iPhone, on dit ah oui, et puis maintenant il détecte les crashs de voiture. Mais n'empêche, t'imagines, tu te fais sauver par ton iPhone. T'hésites entre le 13 et le 14. Et t'as pris le 14 te sauve la vie. C'est juste le fait de l'avoir, tu sais, c'est comme quand tu pars en montagne, t'as quasiment aucune chance de mourir. Mais si par hasard tu tombes dans une crevasse, t'es quand même bien content d'avoir ta connexion satellite, ton Apple Watch et tous ces trucs, quoi. Donc c'est pas anodin, ça. Ça, c'est la connexion satellite. On en a fait un chapitre complet la semaine dernière, puisqu'on voulait savoir quelle était la galaxie de satellites qui était compatible avec ce réseau, et c'est le site de Globalstar. On y reviendra quand le système arrivera en France, apparemment d'ici la fin de l'année, disent certains leaks. Alors, beaucoup de questions également concernant la Dynamic Island, l'îlot dynamique qui flotte au-dessus de l'écran et qui remplace l'encoche sur les 14 Pro, mais aussi beaucoup de questions sur l'autonomie ou encore les bugs qui ont perturbé les premiers utilisateurs, sans oublier un thème qui revient beaucoup ces dernières semaines. Apple doit-elle ralentir les sorties de ses iPhones pour être en phase avec ses engagements au registre de l'environnement? On en parle, si vous le voulez bien, après le busomètre. Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison, une belle manière de soutenir On refait le Mac. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever avec Didier Policani. Et oui, Olivier, et alors tu sais qu'on a à peine commencé à tester les nouveautés, qu'on nous prévoit déjà une keynote. on va bosser là ces prochaines semaines. Chaud. Donc bon, je pense que ce serait plutôt fin octobre, parce qu'il faut quand même le temps qu'ils produisent tout ça. Déjà que là, ils ont quand même des gros délais. Et par contre, ce serait une keynote plutôt iPad.
donc iPad Pro M2 et iPad 10. Moi, je sais pas s'ils arriveraient à faire une keynote avec ça quand même, ou alors il faudrait. C'est un peu le short, si je peux me permettre. J'aimerais bien un peu léger. Mac, ce serait bien. Il y a les MacBook 14, 16 et iPad mini, Mac mini et Mac Pro. Il faut espérer. Peut-être iMac ou Mac mini, tu vois, des petits Mac M2. Ouais, on reste sur l'iPad avec toi, Didier. Oui, alors justement, puisque la keynote arrive, les rumeurs arrivent aussi. Et sur l'iPad Pro, maintenant, on nous prévoit de la charge inversée. Donc, tu pourrais mettre tes AirPods, ton iPhone dessus pour te servir de la batterie de ton iPad Pro. Et l'iPad Pro, oui, mais enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, même sur les iPhones, c'est jamais arrivé. Hein, ouais, donc, apparemment, la fonction serait bloquée logiciellement, mais bon. C'est bizarre. Toujours l'iPad. Oui, pardon, vas-y, continue. Oui, ça faisait partie de la même rumeur. En fait, il y aura un nouveau Smart Connector, 4 broches, tu vois, encore un connecteur propriétaire. C'est bizarre, hein. Je vois pas l'intérêt de faire ça, sauf s'il y a vraiment des grosses applications derrière, mais déjà que ce truc, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de gens que ça qui l'utilisent, à part peut-être pour les claviers. Les claviers, ouais, c'est ça, hein, bien sûr. Ouais. On reste sur l'iPad encore, après le Smart Connector, l'Apple Pencil. Oui, un nouveau stylet. Alors, le premier était à 100 €, le deuxième à 120. Celui-là va être à 200, je pense. Et donc, il aurait moins de latence, mais on n'a pas tellement d'autres infos. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boutons et tout sur le stylet d'Apple par rapport à ce Wacom et tout. Donc, peut-être qu'il nous prévoit aussi deux, trois petits trucs là-dessus. En tout cas, tous ceux qui font, il y a de plus en plus quand même de gens qui utilisent l'iPad Pro pour dessiner. C'est un superbe outil. Donc, ces gens-là, je pense, attendent de la nouveauté, évidemment. Et si on mettait sur le cap sur l'Inde avec toi, Didier? Ouais, ça c'est JP Morgan qui nous dit que Apple serait pratiquement prête à produire un quart de ses produits en Inde. Je pense que voilà, toutes les affaires avec la Chine et les États-Unis et puis tout ce qui était Covid. D'ailleurs, le Covid, il y a toujours des blocages en Chine actuellement, donc ça bloque Taïwan, hein. Beaucoup la production, voilà aussi. Et c'est vrai que Apple peut avoir des problèmes de production liés à la géopolitique, donc ils essayent de produire un petit peu partout. Bon, après les puces, elles viennent toujours de Taïwan et de Chine, donc. Et on conclut ce busomètre avec AirPlay, une deuxième génération. Oui, je t'ai mis ça parce que il y a pas mal de gens qui utilisent AirPlay, l'air de rien, et il y a une petite rumeur là. C'est pas mal. Attends, c'est pas mal. C'est pas mal de gens qui utilisent, mais en même temps, c'est pas mal. C'est super. Si tu fais du multi-room, t'as vu qu'il y a quand même pas mal de limitations. Il faut toujours en demander, joue la musique dans la salle de bain, machin. Fait la richesse de Sonos, voilà. Ouais. Et là, il serait vendu un Sonos à Android. Ben oui. Excuse-moi, Didier. Ouais, mais bon. Non, alors on pourrait créer a priori des groupes d'enceintes et les garder surtout. Donc vous pourriez avoir par exemple parce que en fait quand tu fais du multiroom chez Apple, tu perds aussi la stéréo, ce qui est un peu dommage. Et donc là, on pourrait avoir des vrais systèmes multiroom avec de la stéréo, avec des groupes, et tu pourrais mettre, j'en sais rien, 2 pièces en même temps, tu vois, assez facilement, et puis les réutiliser un peu plus tard. Donc voilà, ça fait partie des petites rumeurs de la semaine. Merci Didier. Christophe, tu en penses quoi toi d'AirPlay? Je trouve que c'est une super invention, et effectivement tu peux quand même grouper en fait les différents périphériques AirPlay pour pouvoir générer un semblant de room quand même, malgré tout, au travers entre autres de Home, au travers de Home. Et puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que les produits comme Sonos utilisent aussi AirPlay. Ouais. Donc ça n'aurait pas de sens de critiquer AirPlay. Bon, ou Sonos. On va voir, mais c'est vrai que je préfère le système de Sonos qui est quand même un peu plus convivial, et la distribution des pièces est quand même beaucoup plus cool. Bref, on va s'intéresser maintenant, on va faire une petite pause débat dans cette émission. Il y a une petite musique qui résonne depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de ces iPhones. La question est simple, c'est Apple doit-elle ralentir ? Apple est en effet en pointe en matière de respect de l'environnement, avec un engagement tenu d'aujourd'hui d'être l'entreprise neutre en carbone. Elle s'engage en effet à ce que tous ses produits le soient également d'ici 2030. Pour ce faire, est-ce qu'il est raisonnable qu'Apple continue à sortir autant de produits chaque année? Est-ce qu'Apple doit ralentir la sortie de ses iPhones qui suivent un rythme, vous le savez, annuel? C'était la question de notre sondage cette semaine. Regardez, Apple devrait-elle ralentir la sortie de ses iPhones pour réduire son empreinte carbone? Et vous êtes une large majorité à répondre oui. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela, les amis? Beaucoup de réactions. Regardez, on va d'abord prendre les réactions sur Twitter et puis on vous fera réagir après en plateau. Vous n'êtes pas tous d'accord sur ce sujet. D'abord, la réaction de T. Jobs, c'est un cousin de Steve. Pourquoi seulement Apple? C'est vrai, Apple est un peu dans l'œil du viseur, hein, c'est comme ça, hein, c'est l'entreprise qui est numéro 1 dans ce secteur. Réaction de Brian Sun sur Twitter, ce n'est pas que Apple qui devrait ralentir la sortie de leurs produits, mais tout l'univers tech qui devrait le faire. Mais bon, l'économie prend le dessus sur l'écologie, ce qui n'est pas faux. Regardez cette réaction encore de Jeton Bajrami. Beaucoup de réactions à ce sondage, oui, mais elle n'aurait pas l'intérêt économique
effectivement de sortir des produits tous les 2 ou 3 ans. Ne pas oublier que c'est les ventes qui permettent d'investir dans la recherche et développement pour toujours nous proposer des itérations. C'est malheureux, mais c'est comme ça pour tout le monde, car au bout d'1 an, les ventes baissent. Pas le choix. Autre réaction de Stéphane Coupchou encore, mais bien sûr, retournons à l'âge de pierre. L'empreinte carbone sera excellentissime. Ah, enfin, quelqu'un de sensé. Les amis, vos réactions, Moi, Laurent? Alors, s'il y avait Mbappé sur le plateau, je pense qu'il réagirait de la même manière. Non, en fait, Je sais pas. Vas-y, continue. non, mais On vous fait Galtier? Non, pas. non, Il s'appelle. non, mais alors je vais te dire ce que je vais dire. Non, mais je vais dire ce que je pense. Bien évidemment que de façon macro, il faut qu'on fasse attention. Moi, je suis pas du tout un partisan de l'écologie doit prendre le dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on a des niveaux de développement technologique. En régie, est-ce qu'on a bien un modérateur sur les réseaux sociaux? Laisse-moi finir. Je dis juste que je pense qu'aujourd'hui, cette vision de décroissance, elle est stupide. Je pense qu'on devrait mieux profiter de la technologie pour nous aider à mieux gérer et à faire les choses mieux, plutôt que de se dire on revient à l'âge de pierre. Donc je dis pas que Apple doit sortir des produits tous les ans. Je pense par exemple que l'Apple Watch pourrait sortir. Très bien, je sais, je vais me faire lyncher, donc je m'en fous. Mais l'Apple Watch pourrait sortir, c'est un produit typiquement qui pourrait sortir tous les 2 ans. C'est le cas, on le voit que d'une année sur l'autre. D'ailleurs, là, je suis cette année, je me tâte, mais d'habitude, je change tous les 2 ans parce qu'il n'y a pas assez d'évolution pour moi pour que. Donc, tu vois, sur des produits comme ça. Après, il faut y raisonner sur une forme de glissement. Quand on change de téléphone, quand on a un iPhone, comme moi aujourd'hui j'ai un iPhone 14, mon iPhone 13, je le jette pas à la poubelle, je le remets dans le circuit. Donc du coup, c'est un ruissellement. Ça continue. Il y a quelqu'un qui en tire parti de ce téléphone. Tu es en train de me dire que l'iPhone ça coûte plus cher, mais ça dure plus longtemps, c'est ça? Oui, ça coûte plus cher, ça dure plus longtemps, et surtout, il est pas perdu. Il vit plusieurs vies. Il vit plusieurs vies. Donc en fait, c'est une sorte de pas que des appareils plus abordables. Exactement. Qui n'ont pas forcément une seconde vie. Donc du coup, opposer le truc. Oui, de façon macro, il faut qu'on fasse attention. Mais de façon micro... Qui veut se mouiller, les amis? Stéphane. Allez, Stéphane, voilà. allez, un peu de courage quand même. Ah, mais moi, j'ai aucun problème, parce que j'ai abordé le sujet sur une autre station de radio. Sur d'autres ondes. Voilà, sur d'autres ondes, il y a 2 semaines, sur la sobriété numérique, parce que c'est un mot, la sobriété, c'est un mot qui est un des mots de l'année, me semble-t-il. Mais, et pas seulement parce qu'il y a cette pénurie potentielle qu'on pourrait avoir d'électricité et d'énergie, mais je dis juste une chose, c'est que nos usages dans le numérique ont été tels et ont tellement grandi que finalement, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est souvent les voyages en avion qui sont responsables de beaucoup de nos émissions. Il faut se dire que c'est malheureusement beaucoup notre usage du numérique qui en... Donc déjà, quand on a dit ça... Consommation de viande aussi. Ça en fait partie également, les vaches, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'a même présenté du lait sans vache. Oui, tout à fait. Voilà, donc je pourrais vous en sortir d'autres. Du burger avec Beyond Meat, ça s'appelle. Ouais, ça aussi, c'est très bon d'ailleurs. Très bon. Ouais, et donc juste conclusion. Ce que je peux juste dire, non mais là je vais un peu pondérer. Je suis d'accord avec Laurent sur un point. C'est vrai que nos iPhones peuvent, et la preuve cette année, parce que j'ai pris les 2 téléphones avec moi et je les montre là. Donc là, vous avez on voit presque la différence. là, vous avez le violet. Ouais, ça fait pas la différence. Voilà. Au poids, il n'y a pas de différence, mais là, voilà. Donc on voit de loin là avec là, vous avez le vert, là vous avez le violet. Donc vous avez le 14 et le 13. On vous a donné quelques éléments sur les photos, on vous a donné quelques éléments. Bon, c'est sûr qu'il y a l'encoche qui est un peu différente et c'est le début de très grandes idées, de très grandes innovations. On va en parler dans la autre partie de l'émission, mais grosso modo, on voit que quand même, depuis qu'ils ont changé le form factor, on pourrait, si on n'était pas des fanboys, etc., on pourrait potentiellement le garder. C'est pas qu'on est fanboy, c'est notre métier de les tester. Bien sûr. On va nous reprocher de les changer chaque année. C'est parce qu'on nous pose on veut savoir si c'est le meilleur téléphone du marché. Mais si on ne le teste pas, on ne peut pas y répondre. On arrête notre métier. Donc c'est bien ça qu'on n'incite pas à en changer. Nous, on fait notre job. C'est sûr. Mais je peux juste dire à des testeurs de voitures de ne plus tester les voitures. Mais mis à part nous qui sommes un peu sur une autre planète, je pense. Tu es agacé. Je pense vraiment que. Non, mais en gros, entre le 11, 12, 13 et donc le 14, quand on nous demande qu'est-ce que je change, avant on disait ouais tu changes, etc. Maintenant, là je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'on peut raisonnablement se poser la question.
Voilà. Alors, je dis brièvement, très rapidement. on n'a pas fait le tour. D'entendre Macron qui dit ouais, il faut faire attention. J'ai pas envie que le président de la France dise faire attention. J'ai envie que le président de la France dise la France est un pays qui va grandir et c'est pas forcément basé. Non, mais ce que je veux dire. Et donc du coup, on essaye aujourd'hui de téléporter ce truc parce qu'il veut flatter 3 écolos, bobos écolos parisiens, de dire un truc comme ça. Donc ça, pour moi, c'est de la merde. Donc la deuxième chose, est-ce que aujourd'hui, attention, j'ai déjeuné avec 2 boîtes. J'ai déjeuné avec une boîte qui s'appelle l'Echo ce midi. J'ai déjeuné avec une boîte qui s'appelle Nexton ce week-end. Et les 2 boîtes me disent qu'ils travaillent tous les 2 avec des grands comptes, tu vois, L'Oréal et tout. Oui, L'Oréal, tu vois, des grands comptes, des comptes de la grande. Et ils me disent ce qui est génial, c'est que ces entreprises font super attention à leur empreinte carbone. Ils ont une vraie démarche. Tout ça. On l'a dit en préambule. Apple aujourd'hui, c'est zéro émission. C'est neutre en émission de carbone. L'entité Apple, et elle veut que d'ici 2030, ce qui est très ambitieux, soit dans 8 ans, que l'ensemble des produits Apple soient neutres également. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que donc je reviens sur ce que je disais. Je préfère que ces grosses boîtes, qui sont vraiment, tu vois, des mastodontes, fassent cette démarche. Et je les félicite. Tu vois, je discute avec des gens qui sont très proches d'elles et qui me disent elles ont un vrai truc, plutôt que de se dire ouais, on va faire de la décroissance et tout ça. Donc maintenant, est-ce qu'il faut changer son téléphone tous les ans ? Non. J'ai posé la question pour préparer l'émission à des gens qui ne changent pas tous les ans. Ils m'ont dit on a répondu non au sondage, mais on a répondu non au sondage parce qu'en fait, nous on change pas tous les ans. Donc on pense qu'il faut pas le faire. Et voilà. Donc c'est forcément la réponse était forcément oui. Voilà. Est-ce qu'il faut Bon, allez, une réaction peut-être de Christophe. Il y a ensuite notre ami Didier. Christophe, ton avis. Mais ça va être aussi il y a une polémique comme ça, comme il y a en France aujourd'hui, en Belgique. Mais écoute, je pense que ça nous touche tous en tant qu'êtres humains. En fait, vraiment, moi, je suis très partagé parce que j'entends des arguments qui sont réels, qui sont de vrais arguments, je pense. Mais d'un autre côté, moi aussi, j'ai déjeuné avec une directrice financière de la future licorne belge, globalement. Il n'y en a pas 36, voilà. Et on était en train de déjeuner et de parler de tout ça, et on se disait que malgré tout, en fait, une entreprise, même si elle est dans un système capitaliste, a malgré tout un rôle éthique. Bien sûr. Ça, je ne dis pas le contraire. Hein. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que la solution de ne pas produire est une solution viable. Il faut changer de système économique. Ensuite, après, il y a quand même 2 choses. Si on revient en fait à l'époque du Commodore 64, etc., on va y revenir bientôt. On va y revenir bientôt d'ailleurs. Si on revient à cette époque-là, malgré tout, les ordinateurs duraient beaucoup plus longtemps, des années entières. Et malgré tout, il y avait de l'évolution. Alors, vous allez me dire proportionnellement, peut-être pas, mais il y avait de l'évolution au niveau logiciel et au niveau ingénierie logicielle. Parce que plus on gardait une machine, plus les développeurs allaient chercher vraiment les derniers bits de la machine, sans que ce soit vulgaire, et vraiment faire en sorte d'aller chercher les tréfonds de la machine. Avec chaque nouvelle génération de jeu, il faut du temps pour que les développeurs... Je suis pas d'accord. Tu prends un Commodore 64... Écoutez, monsieur Laurent, je vous ai laissé parler, laissez-moi maintenant parler. Je vous en prie. Je ne sais pas interrompu. Il y a de l'animation ce soir. Mais non. Laisse finir. Donc il y a ça. Et puis deuxièmement, en fait, c'est que effectivement, si on en revient à ce système capitaliste dans lequel évolue une entreprise, finalement, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de ne pas produire de smartphone une année sur 2 ? Moi, j'ai tendance à dire que la production du smartphone n'est pas une obligation absolue. On pourrait passer vers un système, et d'ailleurs c'est ce que Apple fait, de plus en plus de services et de mise à jour, etc. C'est le chantier principal de Tim Cook. Voilà, c'est le chantier de Tim Cook. Et je suis persuadé que Apple va aussi dans une direction qui n'est certainement pas mauvaise, comme Microsoft dans les jeux vidéo, etc. Et donc, on peut créer du revenu, on peut créer de la valeur ajoutée autour du logiciel, et d'un logiciel bien connu qui peut peut-être rester plusieurs années. Et en ça, c'est là où je suis, effectivement. Oui, je suis un geek comme vous. J'adore voir. Si je pouvais voir un nouveau smartphone tous les 2 jours, voilà, j'en mangerais. Si je pouvais voir un nouveau smartphone tous les 2 jours apparaître, bien évidemment que je serais super heureux, en fait, parce que oui, je suis un enfant de la pop culture, un enfant de la consommation, etc. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a ce rôle éthique et le fait que c'est pas pour autant parce qu'on ne produit pas qu'on arrête l'innovation. Alors après la Belgique, cap sur la Suisse, Didier. Non, c'est un débat trop compliqué. Enfin, moi, je vois aujourd'hui, et c'est vrai quand on teste des produits, tu vois, l'autre jour, je testais une sonde de piscine. Je pensais qu'on parlerait de piscine et de sonde, et en fait, tout le débat, c'était est-ce qu'il faut avoir une piscine ? Et en fait, c'est compliqué dans notre domaine parce qu'effectivement, c'est des domaines où on consomme énormément de produits. On te met des produits connectés partout. Tu vas au CES, tout devient connecté. Il y a des batteries dans tous les produits. Donc, on peut te dire que ton truc est super bien produit, zéro carbone, tout ça, mais à la fin,
on produit quand même quelque chose, tu vois, le bilan il est pas neutre. Apple peut se permettre d'être zéro carbone, mais toi tu montes ta petite boîte, tu vas pas être zéro carbone, enfin c'est très compliqué, ou alors faut importer plein de panneaux et tout. Mais ce que je veux dire c'est que en fait c'est un débat très compliqué parce que c'est l'humanité quoi, on a besoin de toujours plus. C'est aussi la technologie qui nous permet, tu vois, de nous soigner, d'être plus efficient. Tout à l'heure Laurent disait une chose assez juste, c'est que effectivement le progrès technologique il est important. Par exemple dans les data centers, tu sais que ça consomme beaucoup plus de données qu'avant, hein, c'est l'explosion. Pourtant ça consomme moins parce qu'on a réussi à faire des puces plus efficientes, etc. Donc on arrive aussi avec la technologie à être un petit peu moins gourmand, mais voilà, la population augmente. Enfin, je pense que c'est un peu inéluctable tout ça. On se bat contre quelque chose qui à mon avis est dans notre nature. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un débat qui a pas de solution. Peut-être qu'à la fin on crèvera tous et que voilà, là, ce sera Mad Max, tu vois, chacun pour soi et tout. Tu as aussi vu Terminator ? Mais ouais, mais en fait, on va vers ça, et puis on regarde tout ça, et puis on se dit bon bah oui, peut-être qu'on peut jouer un petit peu sur quelques petits trucs, mais est-ce que vraiment à la fin on n'aura pas quand même un truc comme ça ? Donc je sais pas. Moi, j'essaye d'être positif, et je pense qu'il faut aussi être positif, parce que moi je vois mes enfants, ils sont tellement stressés de tout là, le climat, la terre va exploser, qu'il y a la guerre, il y a les épidémies, enfin on a l'impression d'être de retour 100 ans en arrière. Faudrait aussi montrer un peu ce qu'apporte. Je retiens Laurent, parce que je tiens la laisse. Non, mais je voudrais juste quand même dire un truc. Ouais. Laurent va devenir fou. C'est vrai qu'en fait, avec cette histoire de technologie, ne pas faire évoluer la technologie, c'est potentiellement en fait ne pas avoir les processeurs qu'on a aujourd'hui, qui sont effectivement plus fins, qui créent moins de chaleur, qui consomment moins d'énergie. Ben voilà, c'est aussi un pas en arrière quelque part pour l'écologie. 10 secondes. Non. Je suis pas d'accord avec toi sur le Commodore. Je reviens sur le Commodore. Le Commodore avant, il fonctionnait 10 ans. Ok. Bon, aujourd'hui, mon fils, il a un MacBook de 2012 avec lequel il travaille en ce moment pour l'école, et il s'éclate. Il est très content de travailler avec. Et tu te dis, à la vitesse à laquelle va la technologie aujourd'hui, il devrait durer moins longtemps, et il dure aussi 10 ans. Ouais, donc je suis pas tout à fait d'accord sur Apple sur ce point-là, parce que les produits Apple longtemps. C'est vrai que Apple ça dure très longtemps. Par contre, quelle est l'expérience utilisateur derrière, tu vois ? Parce que c'est vrai que si tu as un ancien iMac en fait avec un disque dur à l'ancienne, mécanique, etc. Quelque part, tu n'as pas non plus la même expérience utilisateur. Tu vas peut-être même. Mais dans l'usage de tous les jours, pour juste faire des trucs de base, ça fonctionne. Oui, effectivement. Allez, pour conclure. Pour conclure, parce que je vois leur avancée. Je pense à la symbolique générale que des grandes maisons comme Samsung, Oppo. Pourquoi tu commences par Samsung ? Laisse-moi terminer. Samsung, Oppo, ça va très bien ensemble. Oui, je sais. Non. T'es con. T'es con, je viens de comprendre la blague. Dis-moi. Voilà. Je reviens. Non, mais juste, non, mais je viens de comprendre la blague, le temps que ça monte au cerveau. Non, ce que je peux juste vous dire. Ah, c'est bravo. En plus, voilà, cette émission part en sucette, c'est pas en valo. Et non, juste pour être sérieux, imaginons donc tous les constructeurs Google, Samsung, Oppo, fabricants de téléphones, suivre Apple, c'est pour ça que je suis là, suivre Apple, qui dirait cette année on n'en sort pas, juste la symbolique pour que les gens se rendent compte. Il faudrait qu'ils se mettent tous d'accord. Il faudrait juste qu'ils se mettent tous d'accord, c'est pas seulement un, mais tous d'accord, mais sous la leadership d'une des marques, puisqu'Apple passe pour le Robin des Bois de l'écologie, du recyclable, et ce qu'il est en réalité, il serait vraiment bien que derrière il y ait ça et cette association, et je pense que ça marquerait les esprits, pas seulement sur les téléphones mais pour tout, c'est tout. C'est pour ça que je voulais dire en conclusion. Après la décision elle peut venir des constructeurs, mais elle peut venir aussi des consommateurs que nous sommes, quoi. Si demain on décide de ne pas acheter le nouvel iPhone. Par contre, je verrais d'un mauvais œil, et on va conclure les amis, je verrais d'un mauvais œil quand même que ça soit une décision d'un gouvernement, d'une loi qui dise vous interdit de sortir un produit. Il faut que ce soit Apple qui le fasse. C'est Apple, bien sûr. Imaginez, on interdit une entreprise de sortir tous les ans un produit par évolution incrémentale. Alors j'ai donné un exemple tout à l'heure à Christophe pendant l'émission. Imaginez General Electric qui fabrique, ou Philips qui fabrique des scanners pour le secteur médical. On leur dit non, cette année vous ne sortez pas de nouveautés, même si ça peut sauver des gens. Ça n'a pas de sens. Donc il y a des priorités. Et la liberté dans tout ça. Non, mais il y a les priorités pour le climat, bien sûr, mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont aussi d'importance auxquels il faut tenir compte. Et où je ne suis pas d'accord avec Stéphane, c'est quand il dit que les produits, la techno, ça consomme plus d'énergie qu'avant. C'est-à-dire que moi, je me souviens, dans ma petite province en Corse, je termine, ma petite province en Corse, quand je regardais un film, je prenais ma voiture, j'allais jusqu'au vidéoclub à Ajaccio, à 12 km de Basilicage, donc voilà, je prenais ma cassette vidéo, je revenais à la maison, je mettais lecture, j'avais un gros magnétoscope et un gros écran cathodique qui devait peser quelques kilos, un recyclable, soit dit au passant, je regardais mon film, le lendemain, je le ramenais,
Et aujourd'hui, je fais quoi? J'ai mon iPhone. Attends, aujourd'hui, je fais quoi? J'ai mon iPhone et je regarde Netflix. On va me faire croire que ça consomme plus que. En 4K, tu regardes Netflix? Non, mais non, je suis pas d'accord. Regarder un film en 4K, ça consomme plus d'énergie que de prendre une voiture et aller chercher une cassette au vidéoclub. Oui, mais ça n'existe plus, ça. Mais c'est pas que ça existe. Il n'y a plus de vidéoclub. Le progrès technologique a permis de faire ce genre de choses. Non, avant, on consommait plus à prendre sa voiture, aller au vidéoclub que de regarder Netflix. Je suis désolé. Cette émission. Là où on doit être d'accord, c'est qu'effectivement. Unitairement, tu as raison. Ben oui. Après, avant, il y a plus de monde qui regarde Netflix aujourd'hui que de gens qui allaient au vidéoclub avant. Non, bah oui, parce qu'il y avait qu'un seul qui peut regarder le film, c'était toi, parce que les autres, elles étaient. Oui, non, mais avant, j'avais une télé, avant, j'avais un magnétoscope, j'avais un répondeur, j'avais un téléphone sans fil qui était en charge en permanence sur l'électricité. J'avais un console de jeux très bien vidéo, que l'iPhone a changé les vies. J'avais une imprimante, j'avais un scanner, j'avais un appareil photo, j'avais un scanner d'appareil photo. Aujourd'hui, j'ai un seul appareil numérique. Alors, c'est sûr qu'on tire dessus toute la journée, mais ça remplace combien d'appareils l'iPhone? Donc je dis pas que c'est un progrès énorme, mais c'est pas forcément le mal. Le changement climatique, le problème climatique, c'est dans le futur, c'est pas regarder dans le passé. Non, mais le changement climatique, à partir du moment où il y a un changement climatique, on arrête tout. On se déplace plus. Mais non, c'est ce que j'ai dit, non. Non, mais ça, c'est un autre débat. On parle de la symbolique. Bah ouais, la symbolique, on est d'accord. Il faut simplement reconnaître qu'Apple fait des efforts, mais qu'au-delà des efforts, il y a un discours marketing, que son ambition, ce n'est pas de sauver la planète, son ambition, c'est de vendre des téléphones. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est le propre du capitalisme. Si on veut pas ça, il faut changer de modèle. C'est mon avis, hein. Mais bon. Regardez cette réaction en Russie. Oui. Regardez cette réaction de Sébastien Marcucci. Je passe d'un 11 Pro à un 14 Pro, je vois bien la différence. Alors oui, Apple sort un iPhone tous les ans parce qu'elle n'a pas les choix, mais on n'est pas obligé d'acheter à chaque fois. Ça se vérifie dans tous les domaines, voitures, etc. Une réaction qui nous a d'ailleurs inspiré un second sondage. Regardez, en fait, il n'y a pas de débat, hein. En moyenne, quel est le rythme de renouvellement de votre smartphone? Tous les 2 ans, autour des, un peu plus de 10%, parce que j'ai pas mis à jour mon écran. Tous les 2 ans, un peu plus de 30%. Tous les 3 ans, autour des 20%. Et tous les 4 ans, c'est la majorité, plus de 34%. Donc, ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a pas de débat. Ça donne raison à ce qu'on dit, ouais. Ça donne raison à ce qu'on dit. Il y a un glissement. Les gens ne changent pas d'iPhone tous les ans. On ne met pas un couteau sur la gorge tous les ans. Non, bien évidemment. Après, il y a des gens en pointe, un peu comme nous, des ultra geeks qui vont changer tous les ans ou tous les 2 ans. Regardez cette réaction de DBA France. En principe, c'est 2 ans pour moi. L'iPhone a encore une bonne cote sur le marché de l'occasion et l'itération est intéressante. Ou encore, cette réaction de Jackie Chun, sympa. Je n'ai pas répondu car pour moi, si tout se passe bien, c'est jusqu'à ce que le téléphone ne soit plus mis à jour par Apple. C'est vrai que la durée de vie est plutôt bonne. Donc, encore une fois, on le dit, ça dure plus longtemps. Et enfin, cette réaction un peu à part de BKWSK, tous les ans, c'est mon petit kiff de l'année et aussi le moyen pour pouvoir bien revendre l'itération de l'année précédente. J'ai vendu mon 12 Pro il y a 1 an et mon 13 Pro il y a peu à 900 €. Ou enfin, d'AirPad, moi, c'est tous les ans, c'est plutôt rare, hein, en revendant à un tarif plus que correct. Pour le moment, à chaque fois que je n'ai pas eu à rajouter plus de 300 €, c'est mon petit plaisir tous les ans, mais je n'achète pas dès sa sortie, j'attends très souvent la période de fin d'année. Voilà. Allez, on change de sujet. On s'intéresse via une autre question Twitter à une question concernant la Dynamic Island. Regardez cette réaction de Sébastien P. 10 ans avec le design original d'écran, 5 ans avec la design en coche. Apple va rester combien de temps avec cette pilule des iPhone 14 Pro? Quand les encoches, pilules ou trous disparaîtront-ils entièrement avec une techno donc sous l'écran? On y répond après ce chapitre. Allez, on va retourner sur l'île, la Dynamic Island. Retour sur la Dynamic Island, l'île flottante au sommet de l'écran. L'île flottante, c'est marrant ça. Au sommet de l'écran de l'iPhone 14. Alors, est-ce que c'est une étape selon vous, les amis? Brièvement, parce qu'on a pris beaucoup de retard avant qu'elle ne disparaisse définitivement de l'écran. On va passer la main à Didier parce qu'il a peu parlé. Didier. Eh ben, écoutez, le débat sera tout aussi enflammé que l'écologie. Mais en fait, c'est assez amusant parce que là, je l'ai depuis une semaine le téléphone. Donc au début, moi, j'étais un peu comme Laurent, comme tout le monde, en se disant ouais, l'idée est super. Et puis en fait, au quotidien, ça apporte pas grand-chose. Et je suis même arrivé à un moment où, je sais pas si toi, tu utilises souvent le système d'appuyer tout en haut de l'écran pour revenir en haut dans Safari et tout. Et ben, une fois sur 2, j'appuie sur ce truc. Donc si j'ai un minuteur, si j'ai de la musique, ça me lance la musique. Donc en fait, ça m'agace et en plus, on peut pas le désactiver.
Donc voilà, en fait, mais bon, après ça dépend. Mais si t'écoutes de la musique souvent, comme moi par exemple, eh ben ce truc-là est un peu agaçant. Après, en fait, c'est pas aussi présent que ce qu'Apple nous l'a montré, parce qu'il y a très peu d'applis qui le supportent. Voilà, c'est un peu en gros frustrant, les appels, la musique. Voilà, il y a quelques petits trucs, le minuteur, mais c'est pas encore. Mais moi, je suis assez confiant. Les développeurs peuvent l'utiliser, parce qu'il y a quand même des applis, tu sais, qui ont des timelines un peu comme ça. Ouais, Donc, par exemple, t'es sur YouTube, il pourrait y avoir un petit truc. YouTube, ça rentre dedans déjà. Hein, mais... Ouais, c'est un mauvais exemple que tu cites YouTube, parce que moi, je consomme beaucoup trop de YouTube, et en fait, je me suis rendu compte que la lecture, donc si tu regardes sur le côté, c'est parfait, il n'y a pas de souci, mais dès que tu regardes comme ça, en fait, ça te prend une grosse partie, puisque la vidéo est lue en preview en haut, ça te prend quand même une grosse partie de l'image, et c'est beaucoup plus violent que ce que tu avais avant, se décrocher, l'encoche, tu vois, là, tu as un bout de vidéo qui est dessous. Bon, je te passe les applications comme LinkedIn qui sont pas du tout adaptées, où tu n'arrives même plus à cliquer sur les boutons en haut à cause des arrondis. Je suis partagé. Est-ce qu'il pourrait pas l'utiliser, ce truc, tu vois, comme un bouton? Moi, je me suis demandé dans les applis, ça pourrait être un bouton. Bah ouais. Bah, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, mais c'est vrai qu'Apple les laisse faire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Non. Oui, c'est le temps d'adaptation. Moi, je pense que c'est le début d'une grande idée. C'est le début d'une grande idée qui va pouvoir être développée d'un côté par les développeurs et d'un autre côté par Apple dans le futur pour améliorer tout ça. Parce que quand on compare ça, c'est vraiment un truc nouveau. Quand on compare, c'est vraiment plus joli. De quelque chose qui était laid et qu'on n'aimait pas, ils en ont fait une force. Et ça, c'est un génie du maquillage ou du design. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est très fort. Ce n'est que mon avis. Oui, je suis assez en accord avec Stéphane. Je pense que c'est le début d'une bonne idée, effectivement. Il faut juste laisser le temps aux développeurs de prendre la main et de pouvoir imaginer de nouveaux usages. Je trouve que l'idée de Didier est vraiment aussi super, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse utiliser cette zone cliquable en fait, pour effectivement effectuer des actions, tout en sachant que malgré tout, ça se situe, quand on prend le UI UX design, ça se situe vraiment en fait dans la partie haute du smartphone et donc dans la zone rouge, donc difficilement utilisable, certainement pas à une main, mais même à deux mains, c'est difficile. Alors, il y a peu d'applications, on l'a souligné, qui en tirent parti. Il y a quand même quelques développeurs qui ont réussi des petits coups de génie. Regardez cette réaction de Mano sur Twitter. Niveau coup de cœur, je vous conseille ce jeu Hit the Island, une espèce de Pong avec la Dynamic Island, génial, réinterprétation. Regardez, on avait parlé, oui. On a préparé une petite vidéo derrière où j'ai fait un score pas très bon. Ah bon. En fait, on réinvente le Pong et je l'ai battu, il n'y aura pas de futur. Je voulais prendre ça comme coup de cœur, et comme il en parle dans l'émission, il m'a interdit de le citer. Et donc du coup, je lui ai mis une raclée. Regardez cette réaction de Bloops Brack, voilà, qui est un nom original sur Twitter. Possesseur d'un iPhone 14 et d'une Apple Watch Series 8, les autonomies sont pour le moment bluffantes, et on ne parle pas d'autonomiste, c'est juste une impression, et cela a vraiment été amélioré par rapport au 13 et la série 7. Il y a un message caché, verdict et test réel. Alors, concernant l'Apple Watch, on va y consacrer, si tout va bien, une émission la semaine prochaine, mais pour l'autonomie de l'iPhone, c'est maintenant. Alors, on n'avait pas évoqué le sujet de l'autonomie la semaine dernière. On venait juste de le recevoir. Regardez ces slides concernant l'autonomie annoncée par Apple concernant l'iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max. Lecture vidéo jusqu'à 23 heures pour le 14 Pro. Streaming vidéo jusqu'à 20 heures. Lecture audio jusqu'à 75 heures. Capacité de recharge rapide jusqu'à 50% en 30 minutes. Ça, c'est pour le 14 Pro Max. Le 14 Pro. Le Pro Max, c'est jusqu'à 29 heures en lecture vidéo, 25 heures en streaming vidéo, jusqu'à 95 heures. Vous n'aurez pas besoin de prendre la voiture pour ramener la cassette. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'autonomie? Allez, on commence avec Didier. Alors moi, je suis un adepte du max parce qu'il me faut la journée. Je fais beaucoup de choses sur le téléphone et en général, je sais. La journée, un pro aussi, exagère. Alors le pro, si je l'utilise comme je l'utilise, moi, je suis obligé de le charger vers 8 heures le soir. Il s'arrête. Et là, je fais des petites journées de tournage avec le Pro et ça va pas. Si je le mets sur l'appareil photo, c'est pour faire le monitoring et tout, ça va pas. Alors que le Pro Max, vraiment, je peux le déglinguer, quoi. Il va jusqu'au bout. Et alors, j'étais surpris parce que j'ai fait un test avec et sans écran allumé. Et la différence est pas énorme. En fait, la différence vient plus de ce que tu fais. En fait, j'ai laissé. Always on display, c'est ça dont tu parles. Ouais, j'ai laissé un iPhone Pro, 14 Pro, sur une table pendant toute une nuit. J'ai perdu, je crois, c'était de l'ordre de 1% de l'heure, mais tu vois, pas plus que, en fait, si tu le mets en veille sans l'écran éteint. Donc c'est négligeable. Donc, en fait, c'est négligeable et par rapport à tes usages. Dès que tu vas regarder une vidéo, tu vas consommer beaucoup plus tout de suite. Donc en fait, et puis surtout, il y a plein de moments
où ton écran il va s'éteindre parce que tu mets dans la poche, tu t'en vas, tu le mets face contre la table, tu le mets sur un chargeur. Ouais. Donc en fait, le moment où il reste vraiment allumé, c'est quand tu es en réunion, quand tu es pas à ton bureau et qu'il charge pas. Une vidéo. Mais c'est assez rare en fait ces moments-là, finalement. Voilà, sur la télé. Laurent, alors toi, tu es passé du... Ouais, c'est ça. Nous, on a échangé. Ouais. Et en fait, moi, donc, l'an dernier, j'avais été épaté parce que j'étais passé du Pro au Pro Max. Et donc, l'an dernier, le Pro Max, quand je suis passé au Pro Max, j'ai dit, mais il tient. Alors, en plus, il y avait le double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'à la fois, la batterie, elle tenait beaucoup plus. Et en plus, c'était le Max. Donc, moi, c'était... Et donc, ça consommait énormément de serveurs. Et donc, du coup, là, je suis revenu au normal. Pas Max. Et en fait, il tient beaucoup moins longtemps. Ben oui. Ouais, donc c'est flagrant. Et je me suis surpris, tu vois. C'est-à-dire, ça tient la journée Oui, ça tient la journée. Non, là aujourd'hui, j'ai vraiment. Non, mais Didier, ça tient pas la journée. Non, mais c'est pas ça, parce que Didier, il a pas le même usage que moi. Oui, j'ai mis une batterie. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais pris des habitudes avec le Pro Max. D'ailleurs, il y a un petit défaut qu'on a trouvé ensemble. Ouais, tout à fait. Et on pourra en parler. Et donc, avec le Pro Max, j'ai pris l'habitude de même plus le charger la nuit, de le charger un peu la journée. J'avais tout le temps du jus. Et là, en fait, je me rends compte qu'il faut que je sois un peu plus vigilant. Voilà. Stéphane. J'ai pas trop vu de différence en fait. Max, c'est bien. J'ai pas trop vu de différence et je suis plutôt tranquille et à l'aise. Et comme avec Didier a dit, moi celui-là je le pousse à max. Didier a dit. Voilà, Didier a dit. Mais Didier c'est my new idol. Hein. Bon, on ne demande pas la question à Christophe parce que tu n'as pas eu l'opportunité de le tester encore. Mon côté, moi, je suis passé du 13 Pro au 14 Pro Max et moi, je n'arrive pas à le mettre en défaut. Le 13 Pro Max, il tenait... Alors, je mets rarement... j'oublie toujours, j'ai la flemme le soir de le mettre en charge, c'est débile. Donc, le matin, toujours en catastrophe, au moment du petit déjeuner, à le mettre en charge, à 20-30%, et puis au bureau, je le charge le reste du temps. Là, il ne m'a jamais mis un défaut. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à le mettre à l'éteindre. Ça m'arrive tout le temps. Il s'éteint parce que j'ai mal calculé mon coup avec le 13 Max, le 13 Pro, le 14 Pro Max. Il a une autonomie remarquable. Moi, ça me tient une journée et demie sans problème. Alors, je ne sais pas déjà aussi intensif que Didier. Moi, j'ai bien aimé un test qu'a fait nos amis de chez Les Numériques. D'abord, il donne un chiffre intéressant, c'est que la batterie du 14 Pro Max est un petit peu moins puissante que celle du 13 Pro Max. On passe de 4323 cette année contre 4352 mAh l'année dernière. Il faut arrêter avec les milliampères, je sais, mais il n'empêche. Mais bon, on a une plus de 4 nanomètres contre 5 l'année dernière. Et Les Numériques, ce qui est intéressant dans leur test, c'est qu'ils annoncent une autonomie à tes souhaits de 27 heures et 23 minutes. Donc, c'est que 11 minutes de plus que le 13. Donc, c'est pas non plus... Donc, c'est assez proche de ce que tu disais, Stéphane. Mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'iPhone 11 Pro Max. On passe de 27 heures cette année contre 2 ans en arrière, ou 3 ans en arrière. Je ne vais pas dire de bêtises, 15h41. Donc, il y a un écart de 13 heures, 12 heures presque. C'est considérable. Ce sont les puces. Les puces, c'est la batterie qui a grossi. Souviens-toi comme on était critique, Didier, sur l'iPhone 11. Là, Apple a bien rectifié le tir. Encore heureux, parce que quand même 15 heures, c'était pas beaucoup. Voilà. Maintenant, du côté de l'iPhone 14, l'autonomie pour approcher celle du Pro Max, il faudra attendre que l'iPhone 14 Plus arrive et il devrait arriver le mois prochain. On avait une question sur Always On Display, tu as répondu, on a compris qu'il y avait peu d'influence. Allez, un gros plan cette fois-ci rapide sur les quelques bugs qui ont émaillé la sortie des iPhone 14. Pas mal de bugs à l'arrivée de l'iPhone 14, et notamment le 14 Pro avec la caméra qui tremble, l'appareil photo trop lent et un fixe à venir. J'ai vu ça sur Mac Forever, Didier. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun lecteur qui m'a rapporté ça, mais par contre, quand tu vois les images sur Insta, tu vois des gens là qui essayent de prendre des photos, tu as le truc qui vit, ça fait peur. Oui, ça crépite, c'est ça. Parce qu'il y a des aimants et tout dans les objectifs, là, c'est toute la stabilisation qui s'emballe. Et au début, les gens pensaient que c'était hardware d'ailleurs. Ils commençaient à le ramener en Apple Store. Apparemment, c'est software. Donc, tant mieux parce que ça peut se corriger. J'espère juste que tous les téléphones qui sont impactés, ils n'auront pas des soucis quand même. Mais en tout cas, ça a l'air quand même de ne pas être un grand nombre de personnes parce qu'il n'y a pas eu des milliards de témoignages non plus. Je te dis, on n'en a même pas à remonter un. Et nous, dans tous nos téléphones de test, on n'a eu aucun souci de cet endroit-là. Et pourtant, on les a bien martelés. Donc, voilà, j'espère que ça touche pas trop de monde. Mais en tout cas, Apple va faire un fixe. Il y a pas mal de petits soucis sur notamment le Pro Max qui prend un petit peu trop d'espace disque. Il y a des bugs sur le capteur, il y a des bugs sur la stabilisation. Donc théoriquement le fixe sort la semaine prochaine, Apple l'a promis. Donc écoute, ils sont bien réactifs, tant mieux. Hein. Bien. Autre complainte, certains iPhone 14 Pro ne répondent plus lors du transfert rapide de données, c'est ça ?
Oui, mais là encore, tu vois, moi j'ai pas eu le bug. Alors est-ce qu'il y a des situations un petit peu particulières ? Après, il y a aussi le fait que tu as aussi beaucoup de gens qui sont en bêta maintenant. Il y a des bêtas publiques un peu dans tous les sens. Donc des fois, tu vois, tu sais pas trop si les systèmes sont impactés. En tout cas, quand Apple reconnaît le souci, tu vois, comme là, il te promet un fixe, c'est qu'ils ont identifié le bug. Après, tout ce qui sort un peu à gauche, à droite, en général, moi j'attends un petit peu de voir ce que ça donne parce que des fois, c'est vraiment des cas d'usage très spécifiques, quoi. Moi, j'ai eu un petit souci là, le transfert de mon iPhone 13 Pro au 14 Pro Max, c'est que tout de suite après, il y avait des difficultés à afficher les applications. Je lançais une application, elle ne s'ouvrait pas, et puis le Springboard disparaissait, la grille d'application. Ah oui, exactement. Et j'avais le flou de mon arrière-plan. Et t'avais que le truc de recherche qui était en... Voilà. Et ça arrive, il a fallu que je le redémarre plusieurs fois, et apparemment ça ne revient plus. Il y a eu d'autres trucs. Quand vous avez, par exemple, je sais pas si vous avez beaucoup des applis où il y a beaucoup de data, comme WhatsApp par exemple. Ouais. Quand vous en avez trop, vous êtes obligé d'attendre que tout a été renouvelé et les applis finissent par sortir, mais tout à la fin. Et moi, ça a mis une plombe, quoi. Toi qui as de l'eSIM, tu n'as pas eu trop de difficultés avec ce nouvel iPhone ? Catastrophique. J'ai dû remettre une SIM physique. Alors moi, j'ai trouvé la solution. Comment ? Alors, je vous rappelle un peu l'effet. Je vous rappelle le truc. Donc moi j'ai 2 SIM. J'ai une SIM physique et j'ai une eSIM. J'ai fait le transfert sans fil. Du 13 Pro. J'ai tapé dessus. Ah super, nouveau téléphone. Est-ce que tu veux le faire ? Donc il devrait transférer la ligne eSIM. Il n'a pas transféré la eSIM. Donc j'ai une eSIM Bouygues. Donc en fait Bouygues ne permet pas le transfert de eSIM apparemment. Beaucoup d'opérateurs. Ni Orange ni SFR. Je ne sais pas, mais je te dis juste qu'il y a des opérateurs aux US qui permettent le transfert. Du coup, j'essayais non-stop. Le problème, c'est que la eSIM, elle apparaissait transférée. C'est-à-dire qu'il disait juste, elle apparaissait comme à activer. Donc quand j'allais dans mes SIM, j'avais la SIM physique et la SIM qui disait il faut que vous l'activiez. Et en fait, il a fallu que je suis allé donc chez Bouygues et super accueil sur ce sujet. Je suis très mécontent de Bouygues sur d'autres sujets, entre autres les forfaits où ils ont rajouté 3 € sans rien demander, 3 chez moi. Et puis quand j'ai demandé, bon, on va vous l'enlever. Et en fait, quand ils t'enlèvent aussi, non pas les 50 gigas qu'ils t'avaient donné pour les 3 €, mais ils te remènent à un forfait qui est beaucoup moins bien que le forfait que tu avais avant, sachant qu'ils t'ont changé ton forfait sans rien te demander. Donc je trouve ça nul. Et donc voilà, je le fais ça. Par contre, le service en boutique, super. Et le mec m'a dit, en fait, on a eu le problème, il faut supprimer la eSIM. Donc il faut que tu ailles dans ton nouveau téléphone. Il ne faut pas la transférer en fait. Voilà. Mais tu vois, en fait, le transfert il passe en automatique. Il faut la supprimer. Le problème c'est que tu paniques parce que moi j'ai certains numéros qui sont sur une SIM et certains numéros qui sont sur l'autre. Donc quand tu supprimes, il te dit on va mettre à jour tous tes contacts. Donc là je me suis dit, oh purée, il faut que je retrie mes contacts. J'ai réimporté en flashant le code. Là il me disait que le code était plus valide, hein, le QR code, sauf qu'en fait il est encore valide. Il n'y a pas de perte de validité. Mais une fois que tu l'as supprimé, tu scannes et ça marche de suite. Pourquoi on vous en parle hein, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis déjà il n'y a plus de SIM physique. Hein. Les iPhones sont livrés avec des eSIM, ce qui devrait arriver en Europe très prochainement. Et on aura un téléphone 100% étanche. Ouais, on verra. Moi, j'ai eu aucun souci avec Soch, voilà, avec l'eSIM. Le site de Soch est super bien pour retransférer l'eSIM, donc j'ai bien réussi ça. Par contre, je suis content d'avoir encore des SIM physiques parce que là, par exemple, j'ai fait des tests. On en a pas parlé, mais le modem est un peu plus rapide en 4G et tout. Et je voulais tester, tu vois, avec la 5G, etc. Ouais. Et de pouvoir changer les SIM comme ça en 3 secondes, c'est vrai que c'est quand même pratique. Enfin, il y a beaucoup de gens qui voyagent et tout qui ont besoin de changer les SIM. Personne ne change les SIM. Tu vas il y en a un petit peu, mais c'est toujours pareil. C'est un micro-marché, donc au bout d'un moment, ils feront peut-être des systèmes un peu plus fluides aussi pour changer les SIM. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas fluide. Ouais. Tu veux faire ça avec un modem ou avec un truc, tu galères comme pas possible. Donc là, tu peux encore le faire. Bon, profitons-en un petit peu, mais c'est malheureusement pas le chemin que prend Apple. Une réaction de Didier encore, mais sur Twitter, HD 34 24 05 90. C'est pas son portable. La réelle nouveauté, malheureusement passée sous silence par Apple, est un changement de design interne pour faciliter la réparabilité des iPhones, réclamé depuis longtemps. Pourquoi Apple n'en parle pas plus et pourquoi le monde de la tech n'en parle pas plus? On en parle. Regardez cette vidéo d'iFixit. Didier, c'est iFixit qui a révélé ça, qui salue les efforts particuliers d'Apple pour produire des iPhones plus réparables depuis des années. Et il y a vraiment un changement majeur cette année en matière de construction. Il est possible d'accéder relativement facilement cette année aux composants de l'iPhone en notant la vitre arrière. Avant, c'était pas possible, Didier. Oui, et puis en plus, c'est celle que tu casses, je dirais, le plus facilement aussi. Ça coûtait un bras. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, tu te dis, pour les techniciens d'Apple, c'est un gain de temps et même d'argent pour Apple. Donc c'est étonnant qu'Apple fasse, entre guillemets, volontairement des appareils pas faciles à réparer. Donc moi, je pense que c'est un défi d'ingénierie d'arriver en fait à faire un produit aussi compact et aussi efficient
en étant réparables, et peut-être qu'ils vont y arriver, tu vois, peut-être qu'ils ont aussi besoin de le faire parce qu'ils en réparent des millions quand même. Hein. Oui, et on revient encore au débat enflammé tout à l'heure sur l'environnement. Si Apple veut être, je dirais, cohérent avec son discours en matière d'écologie et d'environnement, il faut offrir plus de réparabilité. Ça, c'est un vrai débat et c'est un vrai enjeu, et c'est une vraie pression que doivent faire les consommateurs sur Apple. Aujourd'hui, faire qu'on puisse changer plus facilement ses composants sans forcément changer l'ensemble de son téléphone ou de son ordinateur, parce qu'aujourd'hui sur les ordi d'Apple on ne peut pas changer malheureusement grand chose. Bref, 7 sur 10, l'iPhone 14 est de loin le smartphone d'Apple le plus réparable depuis des années. L'iPhone 14 Pro, c'est une autre affaire malheureusement. Allez, on termine cette émission tout de suite avec la rubrique qui conclut toutes les émissions d'On refait le Mac depuis maintenant plus de 12 ans. Il s'agit bien sûr des coups de cœur. Allez, très vite, messieurs, je compte sur vous. Les coups de cœur, et on commence avec Stéphane. Ça va être très simple, je me suis mis au vélo. Non. Ça les fait marrer. Et c'est pour ça que je suis tombé malade. Bah d'ailleurs, parce que voilà. Bah oui, j'ai réussi à faire du sport. Alors, faire du vélo, c'est bien, mais après, il faut s'équiper, il faut s'habiller autrement, etc. Je n'ai pas encore l'habitude, il pleut, etc. Quel rapport avec le coup de cœur alors? Bah justement, j'ai découvert le vélo. Il y a mon fils Joseph, le deuxième, qui est un féru de vélo, parce qu'il fabrique lui-même les siens. Ouais. Il a fait un petit benchmark. Il a trouvé parmi les vélos électriques qui étaient disponibles. Tu fais du vélo électrique, Yann. Ils se foutent de moi, c'est pas possible. Mais... Moi, je m'attendais à ce que tu montes le Mont Ventoux, quoi. Bah, avec le vélo électrique, c'est possible, ouais. Bon, très bien. Moque-toi, même les gars du Tour de France, ils ont les vélos électriques pour monter le Ventoux. C'est toi. Ça, mais bon, ça, je sais pas, ça, je connais pas. Mais, et donc, en gros, c'est le vélo qui s'appelle, il s'appelle Dance, allez sur le site dance.co, et c'est un super appareil, parce que franchement, on y va à 25 km/h en un rien de temps, c'est super agréable. Et pour aller de mon chez moi à mon bureau, normalement, c'était 35 minutes en voiture, j'y suis en 20 minutes. Au bureau, et en même temps voilà, et pour le coup je dois dire quand même que les pistes cyclables à Paris, même si on décrit la mer de Paris à ce sujet-là, c'est vraiment très bien, et je peux juste dire que c'est un véritable coup de cœur parce que c'est totalement inattendu que je commence à aimer ça. Tu t'es pas fait rouler? Non, c'est pas mal celle-là. Donc c'est la journée des blagues, hein. Oui, ça continue. Christophe, tu fais la parole, un petit coup de cœur. Ma vie est un enfer. Attention, là, tu pousses à la consommation. Ouais, mais ma vie est un enfer, Olivier. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque semaine, j'ai une dame qui vient à la maison pour nous aider à entretenir la maison. Donc ça, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment une bonne chose. Mais par contre, cette dame-là ne comprend pas le principe de la domotique. Et va éteindre toutes les jolies lampes de la maison, une par une, avec l'interrupteur physique qui était là avant, que je n'ai pas mis moi-même. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'après, tu reviens et dans Home, tu as tout qui clignote en fait. Et je passe une mauvaise soirée. C'est l'application maison d'HomeKit d'Apple. Exactement. Et du coup, je passe une super mauvaise soirée parce que, et puis je râle sur la dame de ménage, etc. Enfin, je vous en passe de vertes et des pas mûres, mais j'ai la solution à ça. Oui, c'est vrai. Oui. Un petit côté Steve Jobs, en fait. Toi aussi? C'est la même chose que toi. Je viens de voir. Voilà. Et alors, le truc en fait qui aujourd'hui donne du sens à ma vie maintenant, je peux bien l'avouer, c'est de Philips, c'est l'interrupteur mural Philips Hue qu'on voit ici à l'écran, qui vient se positionner à l'intérieur des interrupteurs déjà existants. On vient connecter ça. Et là, ta femme de ménage peut s'en donner un corps joint. Ah ben là, elle peut y aller, hein. Pas de problème. Je peux même désactiver en fait des interrupteurs la journée où elle vient, aucun souci, et ça va pouvoir tout simplement faire fonctionner l'ensemble de la maison avec les Philips Hue et tout ce qui est compatible. Elle n'utilise pas d'autres objets connectés, rassure-moi. Pardon? Elle n'utilise pas d'autres. Ça te rappelle l'histoire? Non. La balance, non. Tu te rappelles l'histoire de Cédric en vacances? On était en vacances avec Cédric Ingrand et Olivier Rodrigo, en Italie, et il y avait des tweets qui partaient du compte de Cédric. Ouais. Parce qu'il avait connecté sa balance Withings, tu te rappelles? Ouais, et donc il s'est donné son poids. Et donné son poids, sauf que lui, il était avec nous. Et c'est sa femme de ménage qui montait sur la balance. Qui montait sur la balance tous les jours. Moi, je sais pas quand elle se passait. Et on était morts de rire. Elle s'est beaucoup pesée. On était morts de rire. Moi, je l'ai même. J'ai une amie à qui on prête notre appart. Et je vois une première pesée. Et nous, on est en vacances en Corse. Je dis, c'est quoi cette connerie? Et puis une deuxième. Et donc là, je dis, mais je sais qui c'est. Et donc, je lui envoie un texto en me disant, oui, non, c'est pas la peine de te peser une deuxième fois. Le poids qui est affiché, c'est le bon. Et là, elle me dit, mais comment tu le sais? Et elle me dit, si tu répètes mon poids, je te tue. Laurent, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est
Home Widget pour HomeKit. Alors, en fait, on a donc grâce à dans la version de iOS 16, on a les widgets sur la page d'accueil. Et en fait, grâce à Home Widget, tu peux mettre des widgets, mais c'est vachement poussé. Et franchement, je suis presque étonné que Apple ait pas poussé aussi loin ces widgets, parce que ça va beaucoup plus loin. Tu peux mettre des scènes, tu peux mettre des trucs, et du coup, surtout, tu peux le mettre sous forme de programmer sous forme de widget. Tu peux les grouper, pas les grouper. C'est topissime. On en reparlera lors d'une émission HomeKit. Mais franchement, allez-y. Et en plus, c'est un développeur français, donc franchement, faites-vous plaisir. Il y a un petit hack qu'on a découvert sur l'iPhone. Tu peux nous en parler on a oublié de le dire tout à l'heure concernant la batterie, parce je voudrais juste retrouver un message de widget. Je suis en train de chercher dans mes mails. Vas-y. Le problème de la batterie. Hein. Ouais. En fait, on s'est rendu compte de deux choses. C'est que la taille de l'écran, en fait, du capteur. Non, du capteur ayant grandi. Toutes les powerbanks, ouais. Les batteries additionnelles ne fonctionnaient plus ou ne tenaient plus avec MagSafe. Et quand je prends celle-là, qui est une de celles qui tient le mieux, il y a mais du style plus rien, elle touche le bord. Ouais, c'est la nouvelle coque. Ouais, la nouvelle coque. Donc si on enlève la coque, ça va à peu près, mais si on laisse la coque, très souvent, ça décale de 1 mm et du coup, ça charge plus. Et donc hier, on a fait l'essai sur plein de batteries. Et elle tient plus. Et elle tient plus, et surtout, elle charge pas. Elle déclenche plus le... Et même avec une... C'est Clément, effectivement, c'est lui. Voilà. Et Clément qui nous a envoyé un petit message. Donc Clément qui est le développeur de HomeWidget, qui nous dit juste un petit message pour vous informer que de nombreux utilisateurs signalent actuellement un problème avec les nouvelles applications prenant en charge des widgets d'écran de verrouillage d'iOS 16, car ils n'apparaissent pas dans la liste des widgets disponibles. Oui, c'est un problème récurrent. Ça semble se produire lorsque la mise à jour ou l'installation de l'application a été effectuée avec la mise à niveau d'iOS 16. Donc, si vous êtes un fan de widgets ou si vous avez des problèmes avec vos widgets en général et avec Home, la solution est très simple. Changez le tempérament, la langue de l'iPad ou d'iPhone et déchargez et réinstallez l'application depuis le réglage. Ça permet au système d'exploitation d'actualiser sa base de données d'application prenant en charge les widgets. Voilà, le message est passé, cher Clément. Et pas que chez lui, apparemment. Ça marche pas que chez lui. Bravo à lui d'avoir trouvé ça, parce que j'ai lu pas mal sur Internet de gens qui disent qu'il y a des problèmes de widgets, du style les applis où il n'y a plus de widgets. Avec l'arrivée d'iOS 7, donc si vous avez des problèmes de widgets, merci Clément pour cette info. Ton coup de cœur, Didier. Mais c'est le jet ski, la bise de Manu. Hein. Non, alors... La blague qui n'est pas passée. Non, on a compris. Très bonne. En plus, j'ai un coup de cœur raccord parce que moi, j'aime bien les coques de protection parce que maintenant, ça coûte très cher. Hein. Tu sais, à 2000 balles, tu le mets pas sur un jet ski le jour de la sortie, par exemple. Ouais. Donc, tu lui mets des belles coques. Et je cherche des coques fines. Et alors, il y a un Français qui fait ça. Ça s'appelle Shop System. Voilà, .fr je crois. Et en fait, il te fait des coques, je crois que c'est les plus fines du monde quasiment, je crois que c'est 0,033 mm ou je sais plus quoi, vraiment très très fin. Ça protège ? Et alors ça protège hyper bien parce que j'en ai une depuis 1 an. Alors celle-là elle est un peu sablée, mais j'en ai qui sont vraiment transparentes. Ouais. Ils te font plusieurs coloris comme ça. Et ça coûte pas très très cher et justement c'est hyper résistant, ça résiste mieux que celles d'Apple qui ont tendance, tu sais, des fois à se déchirer un petit peu. Donc je pense que c'est les meilleures coques que j'ai vues en termes de finesse et qui dénaturent pas, on va dire, trop ton téléphone. Et puis au lieu de mettre, tu vois, des boutons et tout, ils te mettent des trous, ce qui est idéal quand tu as une coque très très fine, comme ça tu as les vrais boutons d'Apple. Donc voilà, c'est celle que j'ai utilisée d'ailleurs dans l'eau avec le jet ski justement. Donc tu as essayé et testé et approuvé. Merci Didier. De mon côté, non pas un coup de cœur mais un coup de gueule concernant l'outil de suivi de mes AirPods Pro. Depuis à peu près 1 an qu'on a fait une émission ensemble avec Laurent, on devait partager nos AirPods pour suivre en direct la keynote live durant l'émission dont on fait le Mac. Donc je lui ai donné mon AirPods. Malheureusement, en faisant ça, il l'a synchronisé avec son propre trousseau iCloud et son propre iPad. Et depuis, je reçois des alertes en disant que des AirPods qui ne m'appartiennent pas me suivent. Et j'ai beau essayer tout ce que vous voulez, les mettre à zéro, et voilà, j'ai toujours ce message. Il avait disparu quelque temps. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai réussi en fait, il me disait que j'avais un de mes AirPods qui était chez toi à la maison, alors que c'était le tien. Donc moi j'avais réussi à dire qu'il n'était plus à moi. Malheureusement, depuis que je suis passé au 14 Pro... Par contre, il n'est pas revenu chez moi. Donc voilà, je pense qu'il est ou chez Christophe ou chez Stéphane. Depuis que je suis passé au 14 Pro, j'ai toujours ce message d'alerte. Alors j'ai beau désactiver la fonction, elle revient régulièrement. Et c'est juste agaçant, quoi. Donc, et apparemment, à mon avis, il n'y a pas de solution. Je pense que la seule solution, c'est de changer des AirPods. Heureusement qu'Olivier n'a pas encore trouvé les AirTags qu'on a planqués dans son sac. Ouais. Pour me suivre à la trace. Ouais. En tout cas, les amis, merci d'avoir participé à ce 50e épisode. 5e. Ouais, d'avoir fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va essayer d'aborder un sujet très délicat qui est celui des Apple Watch. Vous allez voir, c'est
un sujet difficile. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et en cliquant tout simplement sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. N'oubliez pas le Club ORLM payant et premium. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Je compte sur vous. Au revoir.